toujours un format quand même qui reste similaire avec, on espère, des échanges qui seront inspirants pour vous, riches et que l'on souhaite également opérationnels et pragmatiques. On n'a pas choisi forcément le sujet le plus simple aujourd'hui, qui est l'IA. Je pense qu'on en a quand même un peu entendu parler pendant ces 10, 3 ou 5 dernières années, avec des accélérations assez folles. C'est également plutôt cette dernière année. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de vous donner un éclairage. J'ai la lourde tâche, moi, d'introduire, donc c'est pas forcément le côté le plus sympa, mais c'est un peu l'icebreaker avant d'avoir enfin des vrais échanges riches avec, durant la table ronde. Et pour justement cette introduction, on s'attache avec Laure depuis l'année dernière à essayer de donner un éclairage autour du marché avec les tendances du data marketing. Donc on avait sorti des 10 tendances en 2024. On a ressorti des tendances début 2025. Vous pourrez les retrouver dans le petit tote bag qui vous sera distribué en fin de séance. Sur ces 10 tendances, aujourd'hui, sont alimentées bien sûr par nos experts métiers et nos équipes, à la fois par ce dont on est convaincu, mais également par la chance d'avoir de nombreux partenariats avec nos clients qui nous permettent également de pouvoir nous projeter, nous challenger au quotidien pour identifier quelles seront leurs problématiques actuelles et futures. Sur ces tendances, on en a isolé 5 que l'on estimait qui font bien sûr le lien avec la table ronde qui aura lieu d'ici ne vous inquiétez pas, une petite dizaine de minutes, et également qui font écho aux différents sujets sur lesquels également nos clients nous challengent beaucoup. Donc le nouveau phénomène de l'IA et les agents, les facteurs clés de succès autour de l'IA en termes de gouvernance et d'impact RH et de formation. Et pour nous, encore une fois, convaincus que l'IA n'est qu'un moyen et pas une finalité, et en quoi aujourd'hui ça va répondre à des enjeux de nos clients et des challenges du marché en termes d'hyper-personnalisation et d'adressabilité à grande échelle. Pardon ? J'entends pas, donc je vais continuer. Très, très bien. C'est la fin de journée. Hein. Et je me suis tapé aussi un super événement ce matin, donc inutile de vous dire, là, je suis quand même un peu... je suis un peu olé olé, mais on va y arriver. Du coup, je regarde ma partenaire in crime, Laure, qui me fait des gros yeux depuis tout à l'heure et qui me dit « Dépêche-toi, arrête tout de suite ». Donc j'arrête. Donc ces challenges, aujourd'hui, le marché nous donne, ou en tout cas s'articule autour de 3 grandes problématiques. La première, c'est qu'on sent en tout cas une réaccélération autour des projets de transformation et des projets ambitieux, quelles que soient les verticales, bien que le contexte aujourd'hui économique et un peu géopolitique soit un petit peu fragile. Néanmoins, sur la fonction marketing, le fait de réinvestir dans la data first party ou la donnée propriétaire reconstitue un enjeu très stratégique, et quelles que soient les verticales. De deux, dans le modèle de delivery, dans les nouveaux modèles opérationnels, on ressent également une lame de fond ou un signal qui est de moins en moins faible dans la balance entre internalisation, externalisation et consolidation de certaines fonctions. Et 3, on ressent également, après de nombreuses années d'investissement dans la tech, on ressent là, en tout cas c'est reparti fin 24 et sur 25, sur des investissements notoires en termes de tech, en adressant notamment une convergence des plateformes et une consolidation des plateformes, notamment boostée bien sûr par l'IA, boostée par les partenaires, mais avec des nouvelles briques qui commencent à interagir, et notamment le fameux adage data, clairement, médias, c'est des choses qui étaient en train d'être menées en temps d'accélération, mais comment aujourd'hui je l'intègre aussi également autour du contenu. Donc c'est ce triptyque data, médias, contenu pour justement adresser cette notion d'hyper-personnalisation. Et aujourd'hui, comment l'IA et l'IA agentique et les agents peut constituer un enabler, et il y a une accélération. L'IA agentique, donc au-delà du chiffre de gens très brillants, notamment que sont Gartner, donc on est convaincu que c'est un peu le nouveau sujet sur lequel on doit s'attacher, on doit résoudre en tout cas on doit avoir clairement une réponse. Là on tend vers des nouveaux modèles où ces IA
nous permettent d'être beaucoup plus transversales, de se connecter en fait aux données de nos clients, enfin vos données notamment, et de pouvoir avoir des vraies réponses à valeur et des réponses qui sont aujourd'hui clairement sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un process marketing, tant en termes de définition d'audience, en termes de sélection de contenu par rapport à une problématique, des problématiques métiers ou des problématiques business, jusqu'à la définition ou la formalisation d'un premier niveau de brief pour ensuite donner au niveau des canaux. Donc on voit que l'IA n'est plus seulement l'IA agentique permettrait d'accélérer pas seulement fonction par fonction, mais d'avoir une vraie notion d'horizontaliser et de prise de décision par ces IA, et on sent encore une fois une accélération et des vrais gains, enfin, des vrais gains de valeur et des vrais ROI portés par des use cases. Néanmoins, ça reste toujours quand même la problématique de gouvernance, et la table ronde vous en fera part de certains des retours, notamment, c'est que la gouvernance de la donnée était un sujet stratégique ces 5 dernières années, important, à travers des organisations qui étaient dédiées, portées par des chief data officers ou des chief digital officers. Et là, on ressent également à nouveau une accélération pour se dire aujourd'hui comment je vais cadrer l'IA et les nouveaux modèles et les nouvelles technos au sein de mon organisation. Comment je vais choisir les bonnes technologies par rapport à mes enjeux de conformité, de pérennité de la solution, de scalabilité de la solution sur certains niveaux des process. Aujourd'hui, comment l'IA va travailler sur mes données et comment derrière les résultats en tout cas qu'elle me rend en tout cas nous permettent en tout cas de valider et d'être pérenne dans la durée. Donc oui, on a des use cases aujourd'hui qui portent des ROI qui étaient pas forcément le cas dans les IA, ou en tout cas dans les réflexions précédentes en termes de data science. La gouvernance aujourd'hui devient nécessaire, mais ce qui nous paraît également important, c'est toute la problématique autour des talents et des formations, et de pouvoir embarquer l'ensemble des équipes, qu'elles soient des équipes issues de données, mais également des équipes métiers, parce que la promesse de l'IA générative et de l'IA agentique est de mettre à disposition des applications au service d'utilisateurs qui n'étaient pas forcément qui viennent pas forcément de la donnée, pour aujourd'hui que ça rentre dans leur process d'exécution et leur process métier et au quotidien. Donc ces sujets de formation sont aujourd'hui encore plus prédominants pour pouvoir tirer de la valeur autour de ces transformations technologiques. Beaucoup d'initiatives ont été menées, beaucoup d'organisations ont investi massivement en termes de formation, de programmes d'accompagnement au changement. Et sans les talents, sans ces programmes d'accompagnement au changement, on ne tirera pas l'ensemble des opportunités, l'ensemble de la valeur attendue. Donc l'IA aujourd'hui, vu notre fenêtre, vu nos convictions, va alimenter plusieurs fonctions, mais en tout cas aujourd'hui deux sujets qui nous paraissent clés, des sujets notamment métiers. La donnée aujourd'hui, on a regardé quand même l'ensemble de nos clients qui étaient présents sur quel que soit le secteur, on va quand même tous se dire que il y a une grande maturité du marché dans la donnée first party, en tout cas la donnée propriétaire, avec des investissements massifs. Néanmoins, en grande partie, encore une fois, en majorité, des points de contact et des touch points qui sont silotés en termes d'organisation et ou de gouvernance. Avec chacune dans son domaine des vraies expertises. Donc, le retail est très fort en CRM et en médias. On voit l'essor également du retail média. Dans le luxe, dans les plans médias notamment, médias digitaux, en tout cas une prépondérance de plus en plus sur les influenceurs et ou les micro-créateurs de contenu. Ce dont on est convaincu, c'est qu'aujourd'hui, vos données clients doivent être connectées à un ensemble, à un écosystème en tout cas complet, pas seulement sur le CRM, pas seulement sur le média, mais de trouver des moyens aujourd'hui, et l'IA est un moyen pour pouvoir connecter à mes données first party, mes données propriétaires, bien sûr le CRM, mais là le niveau de maturité du marché est quand même très élevé en France, en Europe et aux États-Unis. Enfin, c'est quand même quelque chose, avant on appelait ça du marketing direct, hein, donc on n'a pas réinventé la poudre. Néanmoins, on peut être plus productif, notamment avec les agents.
On voit enfin des vraies initiatives de dire dans mes médias digitaux ou dans mes médias, le média devient adressable et comment la donnée peut à la fois agir en média planning et pourquoi pas en média buying. Enfin, comment ça doit alimenter l'écosystème du retail média, parce qu'on voit que les investissements en retail média sont en train d'augmenter et aux États-Unis, il y a plus d'investissements en retail média qu'en TV linéaire. Et enfin, le dernier enjeu, le dernier challenge, c'est comment aujourd'hui, via ma connected identity, je peux, et via la connaissance client que j'ai acquise, comment je peux alimenter, comment je peux me connecter aux plateformes sociales pour identifier en tout cas les micro-influenceurs sur lesquels mes clients seraient aujourd'hui en tout cas connectés également. Donc on est convaincu que demain, la donnée de nos clients doivent être interopérables, doivent s'interfacer avec l'ensemble des fonctions, en tout cas des touchpoints du marketing. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et probablement le dernier, j'ai à peu près gagné le temps, gardé le temps, c'est le fait que le contenu, si on parle de masse personnalisation ou la bonne offre au bon client au bon moment, enfin des adages que l'on connaît, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont investi énormément dans leur data platform, donc la partie de collecter, faire division client 360, travailler sur des segmentations, des scores, se sont équipés également massivement de tout ce qui était l'outil d'activation de la donnée, donc sur la partie gestion de campagne, également médias digital, des moteurs d'orchestration, diversifier les canaux, que ce soit les canaux conversationnels et les canaux CRM. En revanche, la partie production de contenu à l'échelle n'était pas forcément au même niveau, au même rythme, et est apparu sur le marché, enfin pas apparu, mais en tout cas des process sont mis en place aujourd'hui à travers des content supply chain qui ont été quand même énormément boostés par l'IA Gen pour se dire je dois également travailler dans mes process métiers du brief jusqu'à la livraison de ces assets et la mise à disposition de ces assets dans mes touchpoints. Je dois pouvoir vraiment, en tout cas que tout ça soit connecté pour en gros avoir ce triptyque de dire j'ai ma stratégie d'audience qui est basée sur ma donnée et mes identités et ma connaissance client, mettre à disposition en fonction du canal, en fonction du use case, tout le contenu nécessaire, mais le contenu qui n'est pas seulement un contenu CRM et qui peut être également un contenu sur les médias digitaux, le contenu également sur le social commerce et également sur la partie retail média. Et enfin, d'avoir au même endroit mes canaux d'activation sur ces différents touchpoints, avec enfin, en tout cas, la mesure qui également reprend un petit peu un niveau d'intérêt important chez nos clients pour pouvoir être, en tout cas dans les fonctions marketing et voire même IT, de pouvoir se dire comment aujourd'hui l'ensemble des investissements que j'aurais mis sur la data, sur mes canaux, sur mon média et mon CRM, mon commerce et mon social me permet en tout cas d'avoir un impact business. Donc c'est lié les investissements à l'impact business et pas seulement sur des indicateurs plutôt en tout cas de haut tunnel ou de notoriété. Donc c'est des sujets sur lesquels alors, je pense que vous êtes tous dans le contexte qui est le nôtre où l'ensemble des projets, des initiatives sont gouvernés par des tower control, par des steering committees tous les 3 mois, tous les 2 mois, avec des OKR ou des KPI. En tout cas, ces sujets-là, malgré le contexte, malgré tout, où on a l'impression que nos clients ont tendance un peu à réduire, mais plutôt je cherche de la productivité pour pouvoir me libérer des marges de manœuvre et derrière investir sur les sujets qui fera ma croissance de demain. Et donc, qui nous fait un moment très passionnant. Et en tout cas, on vit pour nous sur le marketing, en tout cas, des choses assez chouettes. Et on a les moyens de pouvoir le concrétiser de certaines de notre vision qu'on avait depuis quelques années. Donc là, c'est les 10 tendances. Encore une fois, je ne vais pas les passer une par une. Donc, elles vous seront mises à disposition. On espère qu'en 2026, il y en aura encore des nouvelles. Et je suis ravi de passer maintenant la parole à Laure, ma partenaire in crime pour l'idée Epsilon, pardon, pas encore Publicis, je sais pas, mais et voilà, pourquoi pas. Merci beaucoup de votre attention et je vais vous écouter maintenant fortement et aller dormir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Sylvain. Alors en effet, on vit un moment passionnant et nous en tant qu'Epsilon, en travaillant avec l'ensemble de nos partenaires et de nos clients, et ce moment, quoi de mieux que d'écouter nos clients, d'écouter trois grandes marques, trois grandes entreprises même, de premier plan, déjà très avancées sur ces sujets data, et d'écouter comment ces challenges, ces tendances, peut-être même les 10, pas seulement les 5, comment en tout cas vous les adressez au quotidien avec vos équipes, dans des secteurs d'industrie qui sont évidemment variés, avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes, des objectifs business qui sont tous différents. Pour écouter ces marques, j'ai le plaisir d'inviter sur cette table ronde Hervé Riboschinberg, qui est directeur média, trafic et acquisition d'Intermarché. Hervé, tu peux me rejoindre. Exactement. Hervé, tu peux t'asseoir ici. Bruno Ganval, qui est directeur Data Intelligence de Renault Group. Business Intelligence, même. Et François-Xavier Pierrel, Chief Data et AdTech Officer du groupe TF1. Alors, j'ai sûrement perdu mon petit papier. Non, il est là. Alors, on a vu 10 tendances, on a vu 5 tendances sur 10, pardon. La tendance reine, Sylvain l'a dit, c'est l'IA. L'IA sous toutes ses formes. L'IA, on l'a tous testé, vous l'avez tous testé, on l'a tous testé dans la salle, professionnellement, mais aussi personnellement. Elle commence à vivre à nos côtés désormais, on l'apprivoise. Pour autant, et c'était la question de cette table ronde, est-elle bien le chaînon manquant de nos enjeux data marketing ? Ça fait de nombreuses années maintenant qu'on essaie tous de réconcilier toutes les interactions entre vos marques et ses clients, ses consommateurs. On le faisait déjà il y a de nombreuses années au sein des médias même. Est-ce que c'est bien le même consommateur qu'on expose à une grande campagne de communication et celui qui voit un article de presse ou une publicité dans la presse le lendemain? Aujourd'hui, ces interactions, elles sont démultipliées par l'avènement du digital il y a déjà de nombreuses années maintenant, et la nécessité de notre métier et de nos enjeux business à tous, c'est même d'être capable de réconcilier, comme le Sylvain le disait à l'instant, l'ensemble de ces interactions, qu'elles soient, comme on dit, paid, owned ou shared. Alors pour faire ça, c'est évidemment la donnée, la connexion et l'interopérabilité, je ne l'ai pas dit, de la donnée qui va être le plus important. Quels sont, vous trois, on va peut-être commencer par toi Hervé, quels sont vos enjeux, vos défis en termes d'écosystème de données aujourd'hui chez Intermarché? Déjà bonjour et bonsoir à tous. Vu l'heure maintenant, c'est plus un Epsilon Day, c'est un Epsilon Goûter Day. Voilà. Dans une belle usine en plus, je ne sais pas si vous avez vu, c'est très très beau, merci Laure. Nos enjeux, d'abord, c'est la qualité de la data. C'est-à-dire qu'au board, il y a à peine 3 semaines, voilà, il y a une directive qui tombe en disant qu'il faut absolument qu'on stabilise et qu'on améliore la qualité de cette data parce qu'il y a un principe assez simple, merd in égale merd out. Voilà. Donc si on n'a pas une bonne data au départ, on n'a pas une bonne exploitation de cette data ensuite, et ça n'a pas beaucoup de valeur dans nos métiers. Dans nos organisations aussi, on a vu monter au directoire, enfin pas au directoire, mais nous à notre CODIR, le directeur de la DOSI. Alors qu'est-ce que c'est la DOSI chez nous, chez les mousquetaires, enfin en tout cas chez Intermarché? C'est des gens qui sont capables de traduire en langage humain, de traduire le langage humain en un langage pour les DSI. Parce que vous savez, ces DSI, ces gens particuliers, et c'est intéressant, mais ils n'ont pas le même langage que nous. Donc on a besoin de cette traduction opérante pour arriver à traduire nos besoins en stream qui vont être ensuite développés par ces DSI. Et ça marche plutôt bien, puisque on arrive comme ça, avec ce traducteur humain, à transformer et à faire de très belles choses. Et puis, j'ai envie de dire aussi que ce qui était une cerise sur le gâteau il y a quelques années, ne l'est plus aujourd'hui, c'est d'avoir par exemple un data analyst dans ces équipes. C'est bête, mais j'ai la chance dans cette équipe
médias, trafic et acquisition, d'avoir préservé un ETP, un équivalent temps plein, c'est horrible à dire, un collaborateur, et qui soit un data analyst. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à cruncher un certain nombre de data, à organiser des reportings, à faire le lien entre nos plateformes de récupération de la data et ce qu'on veut en faire de manière opérationnelle. Et en plus, on a choisi un type super parce qu'il avait fait un autre métier, un métier de trafic-acquisition avant. Donc en plus, il comprend ce qu'on veut et il a une manière assez simple et directe de répondre à nos objectifs et de partager ça à toute l'équipe en plus. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un traducteur, lui, enfin non, notre propre traducteur dans notre équipe, donc c'est parfait. Voilà ce que ça donne comme enjeu et je crois qu'on a 2 minutes de réponse par personne. Alors je vais adresser à d'autres ce temps de réponse. Merci. Merci beaucoup Hervé. Donc qualité de la donnée, finalement interaction entre les équipes, entre l'IT et le métier et puis une présence à tes côtés d'un data analyst. Bruno, j'ai connecté les enjeux business d'un constructeur automobile aux enjeux data et IT. Si je ne me trompe pas, c'est ton quotidien, tes défis? Alors, nous, on n'a aucun problème de qualité de données. Elle est absolument excellente dans toute l'entreprise. L'ensemble de nos pays parlent absolument la même langue, ont le même système informatique. La donnée est tout le temps représentée de la même façon, avec un sens qui est transverse et facilement interprétable. Et puis, on travaille avec un réseau de distributeurs dans chacun des pays qui a tout le temps le même système informatique, qui a tout le temps la même loi, qui a tout le temps le même stock. Et donc, c'est très facile, en fait. Chez nous, je travaille que le matin. Moi, l'après-midi. On a évidemment les mêmes difficultés. On a une difficulté aussi, en tout cas un enjeu, qui est sur la vitesse d'acquisition de notre donnée. Typiquement, on a un processus d'achat de l'automobile qui est assez long. On va créer du trafic, on va pousser des leads, on va amener du business potentiel chez des dealers. Et puis là, il faut faire une reprise, il faut financer son véhicule. Ce temps-là, il est long. Et ensuite, il y a l'acceptation du dossier de financement, il y a la commande, il y a la livraison. Il nous arrive de capter des informations 6 mois après la réalité de la transaction. Et ça, même si on a une belle boucle, un beau cercle vertueux de la donnée, si on arrivait à le faire tourner plus vite, ça serait un gain pour nous tous. Et là, on est de temps en temps un peu bicéphale, parce qu'on a un monde où la réactivité sur le CRM, sur le digital, sur notre capacité à personnaliser nos sites est superbe. Et une petite fracture, en tout cas un risque, une fracture qu'on résorbe sur ce qui se passe réellement dans nos affaires, parce qu'aujourd'hui, la vente du véhicule, elle ne se fait pas complètement en ligne, elle se fait toujours avec un réseau. L'achat est compliqué, on a besoin de ce réseau, on s'appuie dessus. Voilà. Donc un enjeu de temps réel, alors en tout cas temps plus rapide que le temps actuel, et un enjeu finalement, même si tu l'as pas tout à fait dit comme ça, mais d'harmonisation aussi quand on est sur des périmètres larges, multi-pays, réseau distributeur, aucun problème d'harmonisation. Mais ça me permet de rebondir auprès de toi, FX, puisque cet enjeu d'harmonisation, j'imagine que chez TF1, on connaît évidemment la chaîne, mais TF1 c'est beaucoup plus qu'une chaîne aujourd'hui. Les usages sont nombreux, variés, les audiences sont parfois différentes, parfois évidemment les mêmes. Vous avez un enjeu probablement de mieux les comprendre, ces audiences, de pouvoir mieux les monétiser, puisqu'elles sont, c'est votre voilà. Est-ce que tu rejoins Hervé et Bruno, ou quels sont vos enjeux côté TF1, vos défis? Pour avoir été un temps dans les chaussures de Bruno, sur un plus petit périmètre, c'était déjà bien complexe. Donc je bois ses paroles. Donc, pour parler de TF1, de notre côté, ce qui a changé, il y a 2 informations qui sont importantes. D'abord, on n'est plus une plateforme de replay, mais une plateforme de streaming. Ça veut dire qu'on ne se bagarre plus dans la même cour et avec les mêmes gens. Et faire du replay, c'est sympa, mais la data, elle n'est pas très importante dans ce cas-là. Quand on fait du streaming, on fait une promesse qui est d'abord qu'on va avoir une expérience utilisateur qui va ressembler à ceux qui ont fait le marché, Netflix, Prime, Apple TV, qui sont d'une toute autre catégorie en termes de ressources, de capacité à plein de niveaux. Et de l'autre côté, c'est aussi pour la partie annonceur et la partie plus marketing, la capacité à exploiter la donnée avec le bon niveau de vélocité. Donc ça, c'est le point de départ. Et pour mettre un peu de complexité dans cette petite mayonnaise, il n'y avait pas de data office avant qu'on crée la division que j'ai la chance de diriger et que je sois nommé dans ce truc-là. Donc la data, elle était un peu partout et donc... C'est une création de poste. C'est une création de poste, comme on dit.
La data étant partout, elle est nulle part. Et donc, le premier enjeu pour nous, ça a été d'abord de gouverner, mais au sens le plus littéral, et d'imposer et de structurer une gouvernance qui nous permette d'avoir une vraie transversalité au sein de nos métiers. Et d'expliquer à la pub, comme à TF1+, qu'il n'était pas envisageable d'avoir un jeune donné pour chacun. Ça peut paraître un peu stupide, hein, mais c'est vraiment ça. Et puis, sur la partie plus technologique, de se dire, on ne va pas avoir tous les dataware de la place de Paris. Puis on ne va pas avoir tous les outils de BI, on ne va pas avoir tous les data lakes non plus. Donc, on a eu un enjeu d'abord de gouvernance et de rationalisation. Et la difficulté du challenge pour faire les 2 minutes, ça a été de faire ça en lançant TF1+, où on a changé globalement les roues de la voiture pendant qu'elle roulait à pleine vitesse sur la file de gauche. Et donc, on n'a pas trop cassé de trucs sur la voiture, mais il a quand même fallu assumer ça. Donc, on a soldé une partie de notre dette technique, une dette d'organisation, et maintenant, on peut enfin se concentrer, maintenant qu'on a refondu tous les bâtis de la maison, sur finalement ce qui était décrit un peu dans l'introduction, notre interopérabilité, comment on bosse avec nos partenaires agences, avec nos partenaires retail, comment on est capable de mettre notre donnée à disposition pour être capable de mieux comprendre les audiences et pas simplement vous dire que telle catégorie regarde Koh-Lanta, mais avec beaucoup plus de finesse. Et ça, c'est une partie des projets qu'on a fait en 24, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. On va reparler de gouvernance, parce que finalement, il y a une forme de similarité quand même dans les défis que vous rencontrez tous les trois. Alors, je vais donner une nouvelle règle pour cette table ronde. Vous avez 3 minutes chacun. Ça change tout. Plus 50% sur le temps donc n'hésitez pas. Et justement, alors pour revenir à ce que tu veux dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce nouveau poste, cette nouvelle gouvernance et cette compréhension maintenant assumée de besoin de rationalisation pour le meilleur en fait, pour comprendre que l'auditeur, le téléspectateur, le streamer, finalement c'est le même et il faut qu'on sache lui parler et le monétiser quand on est TF1. Est-ce que ça vous a fait avancer vers une architecture data qui permet d'adresser tous ces use cases? Je peux presque parler de CRM, y compris pour TF1, médias, CRM, monétisation, enfin, en tout cas une architecture unique. En fait, on a changé beaucoup de choses dans l'écosystème pour répondre à la nouvelle trajectoire qui est celle d'un streamer. En fait. Donc, le premier jeu, ça a été de restructurer notre data. Alors, le petit nom de ce projet-là s'appelle Graph ID, mais en gros, c'est les 26 millions des profils logués avec une centaine de critères pour chacun des profils. Et elle sert autant à faire la partie marketing, engagement de nos streamers et l'acquisition de nouvelles audiences que de la segmentation pour la partie publicitaire. Et pour ça, on s'est aussi doté de nouveaux outils. On a pris, alors je ne sais pas si on a le droit de donner des marques. Donc la partie marketing automation, nous on a basculé sur une plateforme qui s'appelle Braze, parce qu'aujourd'hui, de tous les partenaires qu'on a vus, c'est les seuls qui savent adresser la télé connectée correctement. Donc c'était assez logique pour nous et notre Graph ID est connecté directement avec cet outil-là. Sur la partie publicitaire, on a fait rentrer un deuxième ad server pour être capable de servir des formats complémentaires. Si on veut développer notre expérience publicitaire, on ne peut pas se limiter à avoir un pré-roll, un mid-roll. Il faut qu'on soit plus fort en proposition, plus complet, qu'on soit capable d'adresser l'ensemble du canal de conversion et d'aller faire des formats de performance aussi. Tout ce qu'on va sortir cette année, qui est un gros boulot, mais qui ne peut pas se faire sans avoir un stack technologique de qualité, qui réponde à ce besoin-là, et sans avoir surtout une donnée qui soit opérable. Nous, on est dans un business vraiment de temps réel, et dans lequel on doit choper chaque interaction pour l'utiliser, soit dans de la compréhension, soit dans de la monétisation. Et on est vraiment obligé d'avoir les deux, une brique technique très forte, d'où le partenariat avec notre direction technique, avec notre IT, et de l'autre côté, une donnée qui soit la plus fluide possible dans sa capacité à générer de la valeur. Bruno, pour rejoindre probablement ce que disait FX, de ton côté, et tu l'as dit tout à l'heure, les parcours dans le secteur automobile, ils sont longs, ils sont longs et complexes en fait. Effectivement, ils passent par tous ces points de contact qui vont être des points de contact très médias, très haut de funnel au démarrage, qui vont aller sur de la recherche, de la demande d'essai, du réseau. Enfin, tu as cette longueur et cette complexité de parcours. En termes, même si j'ai une idée de la réponse, je te pose quand même la question. En termes d'architecture, qu'est-ce que tu peux nous partager justement sur votre état d'avancement côté Renault Group? Alors, on n'a toujours pas de problème de qualité de données, je le redis. Quand on ment, il faut mentir longtemps. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Non, on a, malgré tout, est suffisant. On a une épine dorsale sur notre CRM qui est constituée d'un référentiel unique, d'un MDM, qui est alimenté maintenant sur 18 pays. Donc, on résorbe quand même une difficulté qu'on a pu avoir auparavant, qui ensuite va alimenter une plateforme de données. On a un moteur de connaissance client, de calcul de score, qui va servir toute la plateforme d'activation qu'on est en train de développer. On capte par cette plateforme d'activation d'autres signaux que nous ne captons pas, que nous pouvons ramener dans nos infrastructures et réinterpréter. Donc, oui, on progresse.
l'enjeu, la difficulté, c'est toujours la vitesse à laquelle ça va dans un monde aussi varié, avec un nombre de pays aussi élevé et avec un nombre de législations. Moi, je vais en parler un petit peu quand même, qui, même quand on a une très bonne qualité de données, peut être quand même un enjeu. On a des problèmes à bien respecter la conformité, on la respecte, mais pour bien respecter la conformité, avec une logique de prudence, eh ben, on va moins vite que ce qu'on souhaiterait faire. Et il y a un amoncellement de lois, de normes qui viennent nous impacter, où de temps en temps, on a des opportunités de business folles qu'on ne peut pas exploiter. Et ça, c'est une frustration. Et pour pouvoir les exploiter, il va falloir aller bosser avec nos collègues du juridique, leur faire un dossier, leur montrer que, attends, cet usage-là est un usage qui est conforme. On ne le fait pas avant, évidemment, cette validation-là, mais ça peut être long. Et on parlait de la dosie traductrice. Eh bien, de temps en temps, on a cette difficulté-là. Ah oui, c'est la même. Avec les juridiques, c'est pareil. On a un langage qui est très technique, très orienté business, avec des juristes qui sont hyper forts, hyper bons, mais qui ne comprennent pas ce langage-là directement. Et ça, c'est un ralentisseur, en tout cas, sur notre autoroute. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu disais que tu avais le même enjeu, Hervé. Toi, finalement, tu as un use case additionnel qui est le use case de la monétisation, qui pourrait rejoindre celui de François-Xavier, qui fait que Ça rejoint déjà. Oui, qui fait on ne vous a pas attendu, madame. Voilà, qui fait que quand on parle d'usage data, on a évidemment ce besoin de connecter la donnée encartée à la donnée média pour pouvoir l'activer, mais aussi pour pouvoir la monétiser, monétiser les inventaires, monétiser les audiences, en termes d'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire pour... Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'architecture ? D'abord, on a 14 millions d'encartés, dont 8 actifs tous les mois. Alors, c'est un cycle très court, l'alimentaire, parce qu'on mange à peu près tous les jours, enfin, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le manger tous les jours, mais c'est très... donc, c'est une masse violente, et jusqu'à présent, on avait des systèmes un petit peu... éparses, et on a décidé il y a 2 ans de se doter d'une Customer Data Platform, mais pas simplement pour Intermarché qui bénéficiait déjà d'une DMP, d'une Data Management Platform, mais pour l'ensemble des enseignes du groupement. Je vous rappelle, les mousquetaires, c'est à la fois l'alimentaire, l'équipement de la maison, Bricorama, Bricomarché, Bricocash, et puis aussi un peu de mobilité avec... Rodi, American Car Wash pour vos voitures, et puis Rapide Pare-Brise, si jamais vous voulez ne pas aller chez mon ami et néanmoins un concurrent, Carglass. Voilà. Vous voyez, je cite toutes les marques. Puisqu'il n'y a pas l'ARCEP ou je ne sais pas qui, là, qui peut nous embêter. Bon. Et donc, au moment où on a décidé ça, c'est posé la question de l'architecture. Est-ce que l'architecture informatique doit guider le métier ou, question absolument cruciale, le métier peut-il éventuellement suggérer une façon de faire pour plus tard qui commande finalement à l'architecture de s'adapter? Vaste question. Bon, écoutez, alors au début c'était 60-40, 60 en fonction de l'architecture et 40 en fonction des métiers. Puis j'ai un soir de, je sais plus, il faisait nuit, et j'ai dit si c'est ça, j'arrête de participer à cet appel d'offres de la CDP. Parce qu'en fait, si vous pensez que c'est l'architecture qui doit commander uniquement, bien sûr, parce que je suis quand même un peu diplomate de temps en temps, mais si uniquement ça doit commander les choix que nous allons faire pour que les métiers se battent avec des outils qui ne leur correspondent pas, je rends mon tablier. Désolé, c'est... Ah oui, merci. Vous pouvez, allez-y. Faites-vous plaisir, après tout, c'est votre conférence. Bref, ça c'était important pour nous. Et ensuite... Là-dedans, nous, on s'est dit, mais comment on fait pour, finalement, au-delà de l'architecture,
pour faire de la cogérance. C'est-à-dire, à qui ça appartient? Parce que finalement, la CDP, elle a été lancée par le CRM. Puis après, ils se sont dit, ah ben merde, il y a un type chez Intermarché qui utilise toute la journée la DMP. Peut-être que lui, ça va l'intéresser d'utiliser la CDP. Bon, donc ils nous ont réintégrés. Et puis, finalement, on a évidemment sur le papier écrit qu'il fallait co-gérer, qu'il fallait faire des instances. Et on a balayé tout ça. On s'est dit, on va le faire par les use cases. C'est ça qui va nous rapprocher, les amis. Mettons-nous autour d'une table. Qu'est-ce que de la fidélité que de la conquête? Et c'est à ce moment-là que finalement les choses se font dans un mot absolument peut-être désuet, peut-être pas très moderne, mais dans la coopération, truc de dingue. Voilà, pour le bien de la marque Intermarché. Parce que j'adresse en médias des fidèles, mais j'adresse aussi des gens que je veux conquérir. Et le CRM, a priori, adresse surtout des gens qui sont déjà dans le système. Donc déjà, des gens qui sont fidèles. Donc comment on fait pour, dans un beau paquebot qu'est Intermarché, pour guider ce bateau, et on le fait à travers les use cases. Voilà. Il y en a un tout petit sur lequel on a gagné un prix, c'est on expose une publicité à une personne, elle achète, on arrête de lui exposer la même pub. C'est assez con, mais puisqu'elle a déjà acheté le produit. Mais vous voyez, ça, c'est un use case qui réconcilie le CRM et les médias. Voilà. Donc une coopération qui a finalement donné lieu à une nouvelle forme de gouvernance par le use case. Je vois que ça vous fait réagir, messieurs, au moins dans du langage non verbal. Si vous voulez réagir, est-ce que sur la gouvernance en particulier, les freins, ou sur ce que vient de dire Hervé? Non, sur la partie use case, je ne peux pas plus souscrire à ce que dit Hervé. C'est une évidence, mais qui n'est pas évidente à faire vivre. Nous, on a tiré un trait, c'est si le métier à un moment touche à l'outil, il a le droit d'avoir un avis, sinon il nous laisse faire. Donc sur la partie archi, nous, alors si on veut utiliser des gros mots, on a fait un Lakehouse avec Snowflake dans lequel on a le droit de vie ou de mort sur tout ce qui est fait là-dedans. En revanche, sur les outils de sortie, notamment la partie CDP, les réflexions sur la CDP composable et ces choses-là, là évidemment que le métier est impliqué. Et pour faire un grand écart avec les sujets IA, on lui demande systématiquement de ne pas confondre les moyens et les objectifs. Avoir une CDP, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Donc si on a des use cases qui nécessitent une CDP, on le fera avec plaisir. Si elle doit être composable, on ira jusque-là. Mais il y a souvent une confusion entre les deux, avec un marché qui bruisse de CDP composable, d'IA générative, et on se retrouve obligé de faire des choses sans savoir à quoi elles vont servir. Et c'est là où la gouvernance aide quand même à passer dans les mailles du tamis et à laisser passer les projets qui sont créateurs de valeur et à ne pas se retrouver à envoyer des fusées sur la Lune. Ne pas vouloir une CDP pour une CDP, mais aller chercher une CDP pour répondre à un besoin qui la nécessite. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, ça n'est pas toujours absolument nécessaire. Et alors, cette gouvernance, est-ce que vous y voyez des freins, la mise en place de cette gouvernance? Tous les trois, peut-être toi, Bruno, parce que c'est le même sujet, une gouvernance qui peut être tripartite entre le métier, l'IT, ton équipe, et d'ailleurs plus que tripartite quand ça implique des marques, des pays. Oui, alors nous, l'interopérabilité de la donnée, c'est un sujet intéressant. Le monde de Renault, il est vraiment divisé entre une partie très industrielle de conception de produits, de projets industriels, et une partie de commercialisation. Aujourd'hui, je ne connais pas de référentiel de nos modèles commerciaux, notre produit, la voiture, transverse à l'entreprise, au commerce. On a des menus déroulants dans nos superbes dashboards de suivi que nous avons dans toutes nos activités, qui vont nous parler une fois de la nouvelle R5, une fois de la R5 électrique, une fois de la R5 e-tech. C'est pourtant la même voiture. Et puis les libellés de commercialisation vont varier dans les pays. Et donc on a des Nuova R5. et pourtant, c'est le même programme en amont, c'est la même conception. Et il y a une rupture entre les deux. Et donc c'est un petit travail, c'est rigolo comme exemple, mais c'est quand même très embêtant dans le quotidien que de ne pas être tout à fait sûr du volume commercialisé potentiellement. Alors on le sait quand le véhicule est commandé par le réseau, on le sait avec les immatriculations tout à la fin, mais il y a une période d'invisibilité. Donc ça, c'est le sujet de gouvernance, c'est de résorber les fractures. C'est de faire travailler ensemble des gens dans une organisation qui n'ont pas forcément la visibilité au quotidien
du besoin d'interagir. L'interopérabilité, c'est toujours un effort que de mettre en place une gouvernance. Et ça, c'est un effort il est dur de convaincre sur cet effort. Dans des fonctions précédentes, c'était ma mission, j'ai transpiré. Dans mes fonctions actuelles, il y a une gouvernance dans l'entreprise qui vient nous aider à le faire et qui nous demande du travail supplémentaire qu'on n'a opérationnellement pas toujours le temps de faire. Cet investissement-là, il est dur à faire comprendre à l'ensemble de l'entreprise. Et quand on a des besoins de vitesse, dire attention, on va se poser, on va mettre les choses à plat, je veux repartir. On ne paraît pas agile quand on a cette première réponse-là. Hein. La logique du business, c'est il faut aller vite, le concurrent a fait ça, il y a tel techno, vas-y. Et c'est comme l'intelligence artificielle. Je veux dire, on nous a vendu des use cases d'intelligence artificielle avant de nous parler de data gouvernance. Et l'essence, pour rester dans l'automobile, hein, je ne connais pas beaucoup de Formule 1 qui tournent au pétrole. Hein, le raffinage de l'essence avant de l'amener à notre moteur, c'est quand même une étape hyper importante et sur laquelle on doit travailler toute l'entreprise, tous les métiers ensemble. Difficile, joli challenge. C'est donc de la conduite du changement. Le coût du changement, le temps dédié au changement est important. Vous voyez d'autres freins ou vous êtes en phase? Non, je rejoins mes camarades de jeu dans le sens où ce qui est prévalent quand on monte par exemple une CDP groupement, c'est que toutes les enseignes ne sont pas au même niveau de maturité. Et il peut y avoir une fusée d'un côté, et puis... alors, je n'ai pas la prétention d'envoyer des voitures sur la Lune. En revanche, envoyer des petits pois dans les placards, oui, ça on sait faire. Mais pour ça, il faut que l'ensemble des collaborateurs qui travaillent autour de ces objets qui, normalement, devraient leur faciliter la vie, soient au même niveau de maturité. Donc nous, on s'est dit... Tout comme on passe par le pragmatisme des use cases, on s'est dit qu'on allait créer une communauté d'experts médias pour échanger, c'est bête comme idée, mais enfin, pour échanger les bonnes pratiques autour de qu'est-ce que ça peut m'aider dans mon quotidien que d'utiliser ma CDP. On s'est aperçu que le CRM, qui était à l'origine, encore une fois, de cette demande, ne pouvaient pas aller au bout du geste parce qu'il leur manquait la petite brique d'automatisation, ce qu'on appelle le marketing automation, intelligent, c'est-à-dire avec allocation intelligente de la générosité, hein, parce que c'est ça aussi ce qu'on fait en tant que retailer. Et ok, ils n'avaient pas ça, mais peut-être que dans une autre entité, dans une autre enseigne, ils avaient déjà commencé à y réfléchir. Et rien que le fait de créer cette communauté nous a permis d'avancer pour casser les silos. Parce qu'en vérité, un des gros sujets de la data, c'est que tout le monde pense qu'il en détient une partie, mais il la garde toujours de son côté, pour lui, bien cachée, comme des petites noisettes. Hein. Et en fait, elle a plus de valeur quand elle est partagée, quand elle est fraîche, quand elle est volumineuse et quand elle est partagée. Vélocité, volume, récence. Et donc, nous, ce qui est bien dans ce groupement, c'est qu'il est extrêmement pragmatique. Et on est vraiment... on se dit, s'il y a un besoin, à un moment donné, on va créer cette communauté, puis hop, on va échanger nos pratiques. Et peut-être que ça fait naître, je vous assure, parce que je l'ai vu, hein, ça fait naître des idées. Ah, toi, tu as ça sur ça, moi j'ai ça sur ça, mais on va échanger. Et puis, on va trouver des solutions... Chez Équipement de la Maison, il y avait de l'IA qui avait déjà été utilisée pour la génération automatique de fiches, produits, etc. Mais tu utilises quoi comme logiciel ou comme progiciel ou comme entreprise qui t'a aidé à faire ça? Et en fait, ça fait des petits. Voilà, ça se mélange et ça crée de la valeur. Il y a un autre sujet alors, qui est plus aspirationnel, mais il est je trouve assez important à garder en tête, c'est comment est-ce qu'on fait de la transfo ou de la gouvernance dans le temps de l'entreprise, qui est un sujet qui n'est pas évident à gérer. Et je vous donne mes 2 derniers exemples. Moi, j'ai passé 5 ans chez Deco. Quand vous dites que votre projet, vous mettez 2 ans à le sortir, tout le monde trouve ça super. Comme la boîte, elle gère des contrats à 20 ans, 2 ans sur des contrats à 20 ans, c'est pas très grave. Chez TF1, vous êtes piloté par des audiences qui tombent tous les jours à 9h00. 2 ans, on vous prend pour un cinglé.
Et donc, il faut aussi réussir à travailler dans ce temps-là. Et chez TF1, pour aller un cran plus loin, on a une régie qui pilote globalement à 12 mois, animée par des CGV. Et on a, de l'autre côté, un métier comme TF1+, un métier comme TF1+, qui, lui, travaille au trimestre pour développer des nouvelles fonctionnalités et améliorer l'expérience utilisateur. Donc l'enjeu de la data là-dedans, il est quand même assez complexe. Et on a souvent l'impression d'être divisé entre papa et maman, quoi. Et de trouver ce point d'équilibre est assez difficile. Et je reviens après, pour conclure cette boucle-là, sur la validité des use cases. C'est ça qui nous aide à mettre dans l'ordre et à prioriser, et à se dire, je crée de la valeur soit pour mon streamer, soit pour mon écosystème pub, et j'essaie finalement de trouver ces points d'équilibre-là. Alors tout ça, ça nécessite des choix technologiques, des solutions technologiques, mais pour avoir des solutions, il faut faire des choix. Tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, FX. Si on met de côté les sujets budget, prix, tout ça, tous ces sujets désagréables, après, Qualité de données. après, voilà, qualité de données, après ce Ça, on avait critère-là, compris. qu'est-ce qui pour vous, et puis tu peux garder la parole, qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui est un critère de choix important, prépondérant dans les choix technologiques que vous faites? Quand on est TF1, j'imagine que avec des acteurs technologiques mais néanmoins concurrents comme Google, les GAFA, enfin, j'ai cité Google, Amazon, etc., ils sont d'autant plus compliqués, d'autant plus importants. Comment aujourd'hui vous sélectionnez vos partenaires technologiques? Alors, je reviens au cas d'usage. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on va acheter, enfin ce qu'on va construire, parce qu'en fait on peut l'acheter, on peut le co-développer ou on peut le faire nous-mêmes. Globalement, si on parle de CDP ou de gros stack tech, on ne le fait pas nous-mêmes, hein. On va s'appuyer sur des partenaires technologiques. On regarde finalement à quoi ça va servir et quel est le ROI, notre retour d'investissement sur le projet, comme tout le monde. Et après, on a la chance, on tourne la tête, groupe Bouygues, et on regarde quel est le meilleur contrat qu'on a entre les mains. Comme on a la chance d'avoir une grande maison qui négocie beaucoup de contrats centralisés, on s'appuie généralement sur eux, puisqu'en fait, nous, TF1, on a beau être assez grand, on est assez petit dans ce cadre de ces négos, donc on vient s'appuyer aussi sur cette partie-là. Et après, je dirais que l'autre partie qu'on regarde, c'est la notion, je crois qu'on en parlait dans l'intro, d'interopérabilité. Nous, on ne peut pas être prétentieux comme un gros acteur américain en disant non, nous on va faire des wall gardens et on va se bloquer tout. Au contraire, on se veut hyper ouvert, on essaie de bosser avec tout le monde. Et donc, il faut qu'on ait des technologies qui nous poussent dans ce sens-là. Des fois un peu trop loin. Nous, on est à fond data collaboration, qui est vraiment le sujet qu'on a poussé comme des dingues, soit en entrant avec les retailers, comme Infinity, soit en proposant à la sortie avec le travail qu'on fait avec Publicis ou avec d'autres partenaires. Mais il n'empêche qu'à la fin, on se retrouve avec 4 clean rooms. À un moment, il faut quand même qu'on trouve le point d'équilibre entre ce qui crée vraiment de la valeur et ce qui est finalement un effet d'opportunité. Mais il n'empêche que le sujet d'après, maintenant qu'on s'est rééquipé, c'est comment est-ce qu'on optimise tout ça. Les enjeux pour nous de CDP composables sont au cœur de nos réflexions pour les mois à venir, et de se dire à un moment, comme tout le monde bouge dans cet écosystème, on voit les Databricks, on voit les Snowflake, on voit Microsoft qui arrive avec Fabrics et avec sa suite Insight, on voit bien qu'il y a un espèce de carrefour de rendez-vous, et il est hors de question qu'on se paye tout, et il va falloir qu'on soit très rationnel. Donc il y a un enjeu de coût, il y a un enjeu du meilleur contrat possible, et surtout, est-ce que ça va dans notre stratégie d'interopérabilité en utilisant les cas d'usage qui nous sont proposés par les métiers? Je dirais que c'est les 4 critères, et j'y mettrai un 5e qui est est-ce qu'on est capable d'opérer la technologie? Tu vois, dans les choix dans le passé, nous on est très Snowflake, on est un peu Databricks. Si on devait changer pour un autre partenaire, quel est le coût de cette montée en compétences en déstaffant un outil au profit d'un autre? Bruno, c'est une discussion qu'on avait, ça aussi, le coût du changement technologique. Alors de ton côté, avec en plus cet enjeu d'avoir ce besoin d'harmonisation parce que périmètre très large et volonté de mutualiser et d'accompagner tous les pays, je te laisse réagir à ça toi aussi, sur les choix technologiques. Alors, un de nos premiers critères de choix, c'est l'ensemble. On en parlait tout à l'heure, travailler avec son IT, son métier et plusieurs métiers ensemble. On a la chance d'avoir un certain nombre de projets dans une entreprise de cette taille-là et d'être appelé à participer à l'appel d'offres mené par une autre branche pour s'enrichir, comprendre ce qu'il en fait et avoir ce partage-là qui se crée. Ça, c'est une première source d'enrichissement et de limitation de la diversité aussi de temps en temps. Je pense qu'on a c'est peut-être un terme un peu fort, mais on a des enjeux de souveraineté. Être bien sûr de garder la bonne propriété de sa donnée et la non-dépendance à certains de nos partenaires et fournisseurs, c'est un vrai enjeu. Et donc, ça éclaire un certain nombre de nos choix. La partie compétence, je vous rejoins sur l'ensemble des points, la partie compétence,
a dit du bien ou du mal de nos directions informatiques. Chez Renault, il y a eu un gros go sur une Google Cloud Platform et quasiment tout est sur la GCP. Et le fait d'avoir cette stack technologique socle avec des compétences qui maintenant vont pouvoir changer de métier et se diffuser dans l'entreprise, ça c'était un bon pari, c'est super. Après, évidemment, il faut trouver le bon barycentre, pas être totalement dépendant de l'un ou de l'autre, mais ça a été une vraie belle avancée, moi, je pense, pour le groupe. Merci beaucoup. Et Hervé, alors tu nous as parlé de la façon dont vous étiez arrivé à l'appel d'offres CDP, Oui. Le chemin, donc ces choix technologiques avec Mais ce pragmatisme. Je rejoins mes camarades sur l'interopérabilité et la souveraineté. Les Mousquetaires, c'est un groupe qui emploie 120 000 personnes en France, qui paye ses impôts en France. Et donc, si on veut parler un peu de cloud computing quand même, parce que il y a quand même un certain nombre de données qui transitent par des gens dont c'est le métier et qui font 80% du marché. On n'avait pas très envie de donner de l'argent à Amazon. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Il se trouve que bon, ça a pu par le passé donner un certain nombre de coups près, un certain nombre de dossiers en cours. Bon. Et après, il y a la réelle politique, c'est-à-dire Amazon Web Services fait 80% du marché français. On n'a pas été souverainement capable en Europe de se créer du cloud computing à hauteur de nos espérances. Donc, si on lâche quelques centaines d'euros, peut-être que ce n'est pas si grave que ça à un moment donné. Donc on est en train de revoir notre politique sur ce plan, bon, avec raison gardée quand même, les vannes ne sont pas ouvertes, mais voilà, finalement c'est ce que demandent les métiers qui est en passe d'être priorisé aussi chez nous. C'est important parce que c'est un changement de paradigme. Est-ce que ça sert le business? Et auquel cas, pour un retailer, on est dans le business comme vous, mais tous les jours. Tous les jours. Parce que le fait d'acheter de la flotte, des petits pois et la pizza du soir, c'est tous les jours qu'on se la pose. Enfin, la pizza. Non, des steaks hachés à moins de 10 €. Pardon, excusez-moi, c'est important parce que c'est ce que nous, on propose. Le kilo. Et c'est, pour nous, un véritable changement de paradigme. C'est laisser au métier le choix, à la fin, des acteurs technologiques. Après, il se trouve que certains sont quand même un peu hégémoniques. Quand on parle de CRM onboarding, qui fasse à la fois la réconciliation entre le magasin physique et le e-commerce, il n'y en a pas 32. Voilà, donc on est bien obligé de discuter un peu avec eux, mais on est plus fort ensemble, et quand on rassemble justement toutes les enseignes d'Intermarché, Infinity Advertising, alors il a le doigt sur la couture parce que je suis, parce que je suis un des administrateurs d'Infinity, alors c'est pour ça qu'il était très, très gentil avec Infinity. Oui, on est très content aussi. Et le fait d'être fort avec Infinity, avec toutes les enseignes du marché, de notre groupement, et avec les alliances que nous sommes en train d'opérer, vous avez entendu qu'on faisait une alliance avec Values sur le retail média, ça va nous donner quand même une surface finalement de négociation qui sera plus la même que ce qu'on avait auparavant. Donc grâce au volume, on peut espérer des économies d'échelle, même avec des gens qui sont un peu hégémoniques. Voilà. Donc c'est ça le changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Encore une fois, en gardant la raison et en n'ouvrant pas les vannes d'un seul coup. Voilà. Et c'est le reflet de la maturité de vos trois entreprises que d'avoir cette posture-là. On va enfin parler un peu d'IA, puisqu'on est là pour ça. Alors, je l'ai dit en introduction, je ne vais pas me répéter, je pense que l'IA, vous en faites déjà tous. Je sais en fait que vous en faites déjà tous. Mais avant de rentrer dans votre retour d'expérience sur la façon dont l'IA aujourd'hui vous aide dans vos différents use cases marketing et business,
Quelle approche vous avez vis-à-vis de l'IA? Je crois que quand on est face à c'est pas un mur, c'est cette vague permanente qui nous engloutit tous, tous les jours avec les nouvelles solutions, les nouvelles versions de ChatGPT, les nouvelles versions de chaque grand acteur, il faut avoir une approche, avoir une vision, avoir une façon de traiter ce sujet-là. Bruno, pour commencer par toi, comment vous approchez l'IA de ton côté? Par les cas d'usage, c'est une fois encore, bonne réponse, sans problème de qualité de données. Non, c'est parti des cas d'usage. Après, il y a un sujet de diversité. Vu la taille de l'entreprise et les besoins nombreux qu'il peut y avoir dans tous les métiers, il est très très facile d'avoir plusieurs fois le même cas d'usage développé à plein d'endroits dans différentes technos. Moi, il y a une de nos prédictions volume que je connais sous cette forme. Cette forme, vraiment. Et est-ce que ça fait la même prévision? Ça fait à peu près la même prévision. Je ne suis pas sûr qu'on utilise tout à fait les mêmes données dans les 7 formes. Et donc, si on se parlait un petit peu, on aurait sûrement une prédiction encore plus fine. On n'aurait peut-être pas besoin de cette technologie ou de cet algorithme. Donc, encore une fois, le côté ensemble et gouvernance revient là. L'autre enjeu, c'est on a commencé dans l'utilisation d'IA sur du machine learning, sur des choses relativement classiques maintenant. Et ça, on l'a bien industrialisé. On a de belles compétences, de beaux cas d'usage. Bien. Toute la nouvelle partie qui arrive, beaucoup plus Gen. L'entreprise s'est dotée d'une force voulant et le mettant en œuvre, concentrer l'ensemble des besoins et donc à commencer par collecter les besoins, voir quels sont les enablers techniques qui sont communs, préparer une sécurisation sur ces enablers techniques et les mettre à disposition. Évidemment, tous les cas d'usage ne sont pas servis à la bonne vitesse qu'attendent chacun des business, mais il y a quand même un besoin de gouvernance à mettre en œuvre. Sinon, la même donnée va nous faire des prédictions très très différentes. Et on va payer de nombreux fournisseurs. Ouais. On va avoir le même problème que sur les choix technologiques finalement. Donc une approche par l'identification et la rationalisation des besoins, en tout cas l'organisation et la mise en commun des besoins pour un arbitrage permanent. Il y a des besoins sur lesquels il faut aller vite et on n'attendra pas d'avoir une couche. Et sur des besoins qu'on va pouvoir rationaliser, s'organiser pour éviter trop de diversité. Ouais. Hervé, de ton côté, comment on va? Alors est-ce que c'est du make or buy, du test and learn, de la formation massive? Quelle approche chez Intermarché? J'ai un peu tout ça, mon capitaine. 9 € sur 10 du digital qu'on achète est drivé par du programmatique. Et dès que l'IA s'est engouffrée en pré-bid pour améliorer la contactabilité ou l'adressabilité de nos cibles, on a sauté sur l'occasion avec soit effectivement des offres et des produits que Publicis propose, comme Simba, ou soit sur le marché des régies comme Scibids qui proposaient aussi ça, en faisant la distinction entre du machine learning et de l'IA générative. Faut être honnête. On utilise aussi l'IA très concrètement pour améliorer la SOisation, c'est horrible. Donc le fait que nos pages produits soient SEO compatibles, parce que battons-nous avec les bonnes armes, puisque il y a un algorithme qui scrolle toutes nos pages en permanence et qui dit si c'est bien, tu remontes à naturel, autant qu'elle soit bien. Et donc on a développé une stratégie forte dans cette direction. Sur nos LP aussi, c'est important que les LP soient bien SEOisés et donc on utilise aussi l'IA pour ça. D'ailleurs, ça fait travailler plusieurs services entre eux, dont le service publicité et marque, qui aussi a des choix par rapport à la plateforme de vocabulaire, de dénomination, de formulation sur nos pages. Et petite anecdote, un jour, il y a quelqu'un qui dit on s'en fout de ce mot, on va le supprimer. Mais en fait, il était hyper important pour le SEO. Donc, vous voyez, et heureusement qu'on se parle pour
éviter quelques écueils. Et je crois qu'on a un troisième stream dont je demande à cette feuille de me rappeler. Tu en as parlé tout à l'heure, Effectivement. les fiches produits, non, sur lesquelles Oui, ces fiches produits, mais aussi, on a décidé, que je suis allé au NRF en janvier, les Américains disaient, il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut avoir peur de la personne qui va bien l'utiliser, qui va disrupter ton travail. Donc apprends l'IA toi-même et évite que cette personne vienne te tailler des croupières sur ton propre terrain. Et ben, c'est un peu ça. Et moi, j'ai demandé à mon équipe, ne serait-ce que sur les médias, d'essayer d'être curieux et de rassembler au moins une fois par mois ou tous les 2 mois des choses qu'elles auraient scrutées sur le marché et qui permettraient éventuellement à terme d'améliorer leur travail. Donc je leur ai dit, responsabilisez-vous, trouvez, essayez de regarder les petites startups qui existent, puis ramenez-les, partageons-les, on voit ce qui se passe. Et puis on a organisé aussi au niveau du groupement une remontée justement de toutes ces initiatives qui permettent de déceler à un moment donné quelque chose qui va pouvoir peut-être essaimer sur l'ensemble des enseignes de ce groupement pour leur bien à toutes. Donc un mix entre une vision très opérationnelle, comment avoir être plus productif, plus efficace avec de l'IA et de la veille pour aussi commencer à construire le futur avec ces solutions-là, là où elles peuvent vous apporter de la valeur. Moi, ça me fait penser à certains de nos clients et parfois même nous, on travaille aussi à des laboratoires d'innovation, des endroits où on teste, on met en commun, un peu comme tu le fais dans la communauté, mais ce qui a fonctionné pour un client, comment on peut l'améliorer, comment on peut le rendre plus efficace. Chez TF1, vous avez une approche qui est de quel type alors Je vais séparer les sujets en 2 puis en 4. Très bien. En 2, il y a la veille. Et en fait, nous, on est une équipe d'opérationnels. On a lâché la veille. La veille, on a une équipe qui s'appelle Innovation et qui, elle, on a un bureau à San Francisco et un à Singapour, qui s'occupe de regarder les 2 marchés et de nous remonter tout ce qui est intéressant et qui peut passer. Ça va tellement vite, on n'a pas le temps de faire et de la veille et de la prod. Donc ça, on l'a lâché. Ensuite, dans la prod, on a 2 grands sujets. On a l'IA d'innovation et l'IA d'amélioration. La partie IA d'amélioration pour nous, c'est partout où on va pouvoir mettre de l'IA pour améliorer les métiers. Donc, je vous ai parlé du GraphID, qui est notre socle de data. Là, on met à disposition de nos analystes une BI conversationnelle qui leur permet d'interroger directement la data plutôt que d'aller ouvrir notre Snowflake, sortir, créer une table intermédiaire, bref, se perdre dedans et d'avoir directement le CSV exploitable. C'est du gain de temps, c'est vraiment de la prod pure et dure. Et ça permet aussi d'avoir un autre objectif qui est rempli, qui est celui de la démocratisation. Il n'y a plus besoin de savoir faire du SQL pour finalement accéder à une donnée qui permet de préparer un rendez-vous commercial ou autre. Et dans cette partie-là, après on a la partie innovation, dans lequel le métier média en tant que tel a été un des premiers impactés par l'IA générative. Et donc, nous, on a ça s'appelle TF1 Studio maintenant, anciennement Newen, dans lequel ça a été un des premiers endroits dans lequel on s'est investi corps et âme pour voir ce qu'on pouvait faire. Il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits sur la vidéo, la créa, ça commence à être mieux. Mais les premières sorties étaient un peu moisies, mais c'était hyper prometteur. Donc, on a lâché un peu ça. En revanche, on a très vite vu des modèles capables de nous aider dans l'analyse des scénarios. Et au lieu d'en lire 2 par jour, on est capable d'en traiter 50, 100, 150, de les découper et de vous dire si ça va être une série de 6 épisodes ou une série sur 4 saisons, de donner les synopsis et les grandes catégorisations de personnages. Et en fait, ça permet de traiter beaucoup plus de flux. Et il y a toujours après la phase intéressante qui est celle vraiment du scénariste, celui qui a l'expertise métier, qui va être capable de tirer les fils et d'en faire quelque chose de solide. En fait. Ça va jusqu'à prédire l'audience ou... Ah non, ça n'est pas encore. J'adorerais, hein, mais on a quelques... Non, pas encore. Là-dedans, en fait, ça c'est un métier dans lequel on est en phase de progrès. Tout ce qui va être prédiction, prescription, je dirais que les assureurs, la finance, grâce à l'actuariat, sont devenus très tôt très matures là-dessus grâce à l'IA générative. Nous, on arrive là-dessus, mais évidemment qu'une des questions qu'on se pose quand on fait un métier de streamer, c'est est-ce qu'on est capable de prédire l'audience, de regarder des patterns de comportement qui vont aider à développer un type de programme. Donc, on arrive là-dessus, mais on s'attaque majoritairement dans nos sujets à réduire les emmerdes de nos métiers. C'est vraiment principalement ce qu'on fait. Et après, sur la partie créa, on essaye aussi de descendre sur plutôt la partie mid-tail de nos clients, ceux qui ont moins de moyens que ceux qui peuvent travailler avec une grande agence ou qui ont des moyens de créativité pour finalement automatiser la créa de films, automatiser la vérification des films et faire en sorte qu'on baisse la barrière d'accès en fait. Mais on est majoritairement sur de l'automatisation et de la prod pour les métiers.
De la productivité, de l'IA d'amélioration. C'est une plus jolie manière de parler de productivité. L'IA d'amélioration, je vais la garder, je pense. Il y a un sujet dont Sylvain a parlé en introduction. Nous, on est convaincus, j'espère qu'on ne se trompe pas, que l'IA va être un super moyen aussi de rendre concrète l'hyper-personnalisation. Je ne sais pas s'il faut dire hyper, ultra, en tout cas à l'échelle. Et c'est ça le sujet, parce qu'on sait personnaliser sur certains use cases, comme tu le disais, Hervé. La problématique maintenant des marques, c'est de personnaliser à l'échelle et d'avoir une vraie stratégie de contenu qui soit aussi drivée et nourrie par de l'IA en amont et en sortie, en amont et sur la mesure de la performance. Est-ce que vous avez des retours d'expérience d'utilisation de l'IA sur de l'hyper-perso dans vos secteurs respectifs? Moi, je peux vous poser une colle et vous avez 4 heures pour bosser dessus. On est en plein dessus. Est-ce qu'un algo de reco d'un streamer doit être hyper personnalisé, un peu personnalisé, ou au contraire taper au plus large? C'est dans la stratégie de TF1. Merci. Je n'ai pas la réponse. On est vraiment en train de bosser là-dessus, de trouver le niveau de personnalisation dans la recommandation, la poursuite de lecture et l'expérience utilisateur. Alors d'ailleurs, et effectivement, tu es sans doute de nos 3 panélistes celui qui a le moins le problème de l'hyper-personnalisation, parce qu'un des enjeux de TF1, si tu veux garder la parole, c'est aussi, en tout cas ça l'a été pendant des années, et je pense que vous continuez, d'adresser des publics larges et même d'adresser des publics en puissance instantanée et puis audience conjointe en fait. Mais si on veut mixer après l'enjeu du streamer avec l'enjeu d'une régie publicitaire, il faut un moment qu'on arrive à personnaliser pour mettre le bon message à la bonne personne au bon moment. Tout en réunissant. Donc on est un espèce de... On travaille sur la zone de flottaison. Voilà, c'est ça, la zone de crête. Alors messieurs, Hervé, Bruno, hyper-personnalisation, est-ce que c'est des choses que vous mettez en œuvre? C'est complexe. Chez nous, c'est complexe. Parce que on est dopé à la promotion. Et qui dit promotion dit volume, et il faut qu'un certain nombre de personnes se reconnaissent dans le produit. Et donc, si on veut vendre un produit à la bonne personne, voilà. S'adresser en hyper-personnalisation, là aussi, c'est complexe. Il se trouve qu'on fait monter très très fort le local autour de chacun des magasins. Parce qu'à 5 km de distance, on peut avoir des patrons, c'est un groupement d'indépendants, donc on peut avoir des patrons qui sont d'obédience, de familles différentes, et qui se font concurrence, quelque part. Et donc, sur le local, on a déjà commencé à personnaliser plutôt le message et l'adressage du magasin à la bonne personne, en essayant de trianguler son lieu de vie, son lieu de fréquentation du magasin et là où elle travaille, pour savoir si entre le lieu de vie et le lieu de fréquentation du magasin, il n'y a pas un intermarché qui pourrait être sur le chemin. Mais ça s'arrête là pour l'instant. Parce qu'on a des offres volumineuses de par notre dépendance à la promotion. Voilà. Après, ce qu'on personnalise plus, et ça y est, on a trouvé... on est en train de faire des POC sur cet enjeu-là, ce stream-là. C'est plus la personnalisation de notre générosité. On est une des enseignes la plus généreuse en termes de loyalty, de programme de fidélité. Et forcément, c'est un budget qui est payé par les magasins. En vrai, donc, voilà. Et là, sur ce sujet-là, mieux personnaliser notre générosité en fonction des personas qu'on a en face de nous va nous aider à optimiser aussi notre budget de générosité. Donc ça fonctionne bien. Et puis la troisième, on a déjà aussi en termes de réponse, vous savez, Google Survey est très important pour les retailers. Et on a doté tous nos magasins d'IA qui permettent de répondre aux clients, parce que non-réponse, c'est terrible aujourd'hui. Ils exigent vraiment qu'on s'occupe d'eux quasiment en one-to-one. Et donc là, on a aidé nos directeurs de magasins à répondre avec des outils justement qui génèrent des réponses automatiques, qu'ils personnalisent quand même un petit peu pour que ça passe bien.
Et le quatrième stream, pardon, d'ultra personnalisation qu'on est en train de bosser, c'est sur le stock, forcément. Parce qu'on a des magasins de toute taille et de toute forme. Entre l'hyper, le super, le contact, l'express, on n'a pas la même détention. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire à un moment donné par rapport à ces stocks? Est-ce que l'IA peut nous aider aussi à maîtriser finalement après les commandes en gros ou en petit, selon qu'on dézoome ou pas? Donc voilà les streams qu'on peut éventuellement partager ensemble de manière très concrète. Très intéressant donc, et varié surtout. Bruno. Je suis probablement pas le mieux placé dans cette salle chez Renault pour en parler. Hein. Je regarde un de mes collègues. Il y a un cocktail après pour discuter. Salut Laurent. Hyper-personnalisation, on en fait évidemment depuis longtemps sur notre adband, sur tout ce qui est sortant, hein, tout ce qui est notre moyen d'aller chercher du trafic. On en fait avec des vitesses et des qualités, des efficacités différentes sur les parcours que nous générons sur nos sites. De la personnalisation des parcours, de la scénarisation de ces parcours-là et de l'apprentissage permanent. Oui. On a, nous aussi, de temps en temps, quelques promotions, des moyens commerciaux qui peuvent être distribués de différentes façons pour aider à la commercialisation de nos produits ou à la réponse à la concurrence. Assez compliqué d'aller faire un pricing dynamique sur nos typologies de produits. Même si ça serait sûrement efficace, on a fait des tentatives avec du couponing à l'époque et ça marchait pas forcément mal, mais très très compliqué à déployer quand le réseau de distributeurs est en fait le propriétaire du bien que nous publicisons. Et donc c'est à lui de choisir le prix quand même. Donc ce volet-là, c'est un volet où nous on ne s'est pas réellement adressé. Où on progresse beaucoup, c'est sur notre captation de l'efficacité de nos moyens commerciaux. Il y a vraiment différents moyens d'aider à la vente de nos véhicules et on récupère énormément d'informations qui nous permettent d'adresser avec la même enveloppe de moyens commerciaux une volumétrie et au final une rentabilité meilleure pour nous et pour notre réseau. Là oui, mais c'est pas de l'hyper-personnalisation sur la partie pricing et nous non est possibilé dans mon monde. Ça reste un vrai challenge. Un vrai challenge. Alors, on arrive quasiment à, merci beaucoup Bruno, on arrive quasiment au terme de cette table ronde. Avant que la salle puisse poser des questions à nos speakers, n'hésitez pas à les préparer. J'ai une dernière question pour vous, plus ou moins préparée en amont, celle-là. J'espère qu'elle ne vous fera pas peur. Si vous deviez partager un mot, le mot de la fin, chacun, qui résumerait un peu vos convictions, vos enjeux, ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, en un mot, en choisir un. Quel serait ce mot? Vous avez 4 heures. Non, on a un mot. Non, on a un mot. Moi, je mettrais simplification comme objectif et comme conviction. Très bien. Bruno, le temps. Je suis en train de regarder le menu, je réfléchis. J'en ai parlé un petit peu au début, mais accélérer la vitesse, la réactivité, cette partie temps réel chez nous, on peut encore progresser. Moi, je crois à l'humain avant tout. D'ailleurs, l'IA, c'est bien géré par des humains si c'est bien géré. Et je pense que le mot coopération, finalement, il met tout le monde d'accord dans des projets de transformation, dans des projets de scalability, dans des projets d'optimisation. Et s'il n'y a pas de coopération entre différents services, parce que l'IA est à peu près partout, et nulle part, mais surtout partout, il n'y aura pas de projet viable. Donc je resterai sur ce mot de coopération. Merci beaucoup. Simplification, accélération, coopération. Merci pour cette table ronde très très riche. Il y a des questions, parce qu'il y a surtout Et on vous applaudit avant de... Alors, d'habitude, les questions apparaissent à l'écran. Là, elles ne vont pas apparaître à l'écran. L'écran est noir. L'écran est noir. Donc, si vous avez des questions dans la salle, nos speakers sont à votre disposition. Ah, il y en a une première. Peut-être la réponse à ta question est fixe sur l'algorithme de personnes pas moins de 4 heures. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce panel très intéressant.
Axel de chez Nestlé, je suis responsable des données consommateurs. Je voudrais revenir sur cet élément de gouvernance que vous avez pas mal mentionné au tout début de la session, et de mieux comprendre. On a beaucoup parlé des use cases et de la collaboration entre les équipes internes, métiers, etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau de vos entreprises, vos équipes, pour vraiment que cette gouvernance prenne vie au-delà de cette collaboration et des use cases, en fait, et ne pas se retrouver dans des conversations internes de monétisation de cette data, qui est un fort sujet actuel. Voilà, donc j'étais intéressée d'avoir un petit peu vos tips là-dessus sur concrètement qu'est-ce que vous mettez en place. Est-ce que c'est des sessions d'acculturation, voilà, des moyens pour faire phosphorer cette gouvernance et l'amener à prendre vie en fait à tous les étages de l'entreprise, que ce soit au niveau opérationnel, au niveau stratégique. Bon, j'y vais. Ah, il y a une bonne question. Lance-toi. Chez TF1, on a 2 leviers de gouvernance. On en a un premier qui réunit la strate, celle qui est garante que ce qu'on va passer en gouvernance est aligné avec la trajectoire qu'on a fixée pour le groupe. Tout ce qui est en dehors, on ne considère même pas, on n'y touche pas. Simple. Le deuxième, c'est la présence de l'IT, qui est un des donneurs de moyens. Si ça touche au sujet data, si on parle de gouvernance data, nous, évidemment, on y est, et c'est une décision collégiale qui laisse passer. Et après, on a des décrochés. Si c'est un sujet qui touche à la donnée perso, on fait venir notre DPO, mais la DPO n'est pas là tout le temps. En fait, on ne voulait pas, je le dis, j'adore ma DPO, ce n'est pas la question, comme tout le monde adore son DPO, c'est plutôt de dire, il ne faut pas que ça, ce soit systématiquement un frein et un blocage. On la fait rentrer quand c'est nécessaire. On a la même chose sur la partie IA. Quand on a des cas d'IA générative avancée, on fait venir nos tech leads, nos experts, et c'est eux qui nous aident à trouver le bon chemin là-dedans. En tout cas, c'est une décision collégiale. Et là, on ne laisse passer que la viabilité et l'intérêt du projet. On a un modèle qui s'appelle un project brief. Il y a une liste de questions et de documents à fournir qui permet de faire un premier point de passage. Et ensuite, on a plutôt quelque chose qui ressemble à une control tower, dans lequel on va parler on va parler suivi des indicateurs de performance et coercition s'il n'y a pas respect des indicateurs, à qui on peut mettre une claque. En fait, non, on a eu beaucoup au début dans la gouvernance, et c'est pareil dans toutes les gouvernances. Les métiers viennent, ils vous disent, t'inquiète pas, on va faire 5 millions, on va faire 10 millions, on va faire 1 million. Et 3 mois après, vous vous rendez compte que il n'y a rien, et que la trajectoire, finalement, on s'est un peu trompé sur le forecast. Et en fait, comme on veut éviter ces effets-là, on n'a pas des moyens qui sont sans fin. Donc, on met ces moyens de coercition en, par exemple, mettant des pénalités de financement de projet si on en a 2 qui ne livrent pas ce qui a été prévu. En fait, on pousse les métiers à être précis dans leur forecast. Est-ce que TF1 peut venir un peu chez Inter? Non, mais c'est ma troisième gouvernance. On aime bien. C'est ma troisième proposition de gouvernance. Chez Decaux, c'était facile. Jean-Charles Decaux a dit il y aura une gouvernance. Tout le monde a dit OK. Chez Renault, on le faisait à l'époque du RGPD. C'était un tout petit peu plus complexe. Chez TF1, à un moment, dans un phénomène de transfo, on ne peut pas dépenser n'importe comment. Donc la création de valeur, elle est clé pour tous les métiers, quoi. Il y a un lead clair de cette gouvernance chez TF1 dans tout ce que tu... Ah ouais, c'est Rodolphe Belmer qui est le sponsor de la Gouv. Okay. Je pense que ça fait partie Point de aussi départ. d'éléments de réponse. Point de départ. On a fait remonter ça aussi à la SLM. Chez nous, c'est la Société des Mousquetaires. C'est la structure que préside Thierry Cotillard et dans laquelle se trouve la DMD, la Direction de la monétisation de la data, qui s'occupe évidemment de ces sujets de retail et finalement de relais de croissance sur la data, mais aussi sur l'IA. Vous voyez où se situe à peu près le sujet, et on a une instance, une instance qui permet effectivement d'exprimer comme toi des projets avec viabilité, KPI. Un peu de coercition aussi, quoi. Alors justement, c'est là où c'est moins coercitif, mais bon, je vais m'inspirer des très très bonnes idées de TF1. Merci, en tout cas. On prête nos slides et nos modèles. Je te les achète. Dernière réponse de Renaud, Axel. Alors chez nous, moi, je n'ai pas une position dans l'entreprise où je pilote cette gouvernance. Hein, j'y participe. Mais qu'est-ce qui est mis en œuvre? Les classiques, les dictionnaires, les catalogues, le mapping des données, la définition. On a un nombre de données non définies. On a un data lake, j'en parlais tout à l'heure, qui a été bien rempli par tous les métiers. Et on est très très riche de données dont on ne connaît pas le sens.
Donc là, il y a un vrai travail à faire dessus. De la formation, la communauté dont vous parliez tout à l'heure, hein, data manager, data steward, etc. Avec une diversité de métiers intéressante, une fois encore, entre la partie commerce et la partie industrie chez nous. Et du sponsorship aussi, hein, les gens les plus haut placés de l'entreprise qui mettent une valeur sur la donnée et sa bonne gouvernance, qui vont aider à faire ce petit effort que personne ne peut faire parce que pour soi c'est plus facile que de le faire pour les autres, qui est tout l'enjeu d'une bonne gouvernance des données. Vous le disiez, la donnée partagée a plus de valeur que la donnée pour soi, mais pour qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit interprétable par les autres. Et donc on a des jolis projets Tour de Babel, hein, chacun parle sa langue et il faudrait qu'on parle une langue que tout le monde connaisse. Il y a une belle direction qui s'occupe de ça, ils ont beaucoup de travail, on essaye de les aider et ils nous demandent beaucoup de travail et on leur donne un peu de temps. Ça prendra du temps, mais ça progresse. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On est bon dans le timing, on me dit dans l'oreillette. Enfin, on me disait. Bonjour, Kader Erwalen, Hexagone Digital. Alors moi j'ai 3 questions. Déjà, merci Epsilon, merci à vous. J'ai 3 mini-questions, mais qui peuvent être des grands débats. C'est scalabilité, parce que tout le monde lance des use cases, mais tout le monde est youpi au bout de 2 use cases, mais ensuite tout le monde est soufflé. Ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est est-ce que vous êtes dans une politique make, buy, ou combinaison des deux? Et est-ce que vous avez une approche verticale ou transverse de l'IA? Finalement, on n'est pas dans le bon désolé, timing. sur un je air crois. On pensait que ça allait se finir à 9h, mais bon, comme il y a 4 heures pour ton problème, je vous en prie. Merci pour la question. Alors moi, je vais répondre à la première. Je vais laisser la troisième Vous à mes pouvez vous les amis. partager. Scalabilité, en fait, c'est un critère de priorisation. On l'a tous dans notre chaîne et dans notre mesure valeur. Et la scalabilité, c'est même une condition de Go. Hein. C'est-à-dire que le non scalable est ce qui va générer la valeur qui nécessite l'investissement. Non, sur fin. Ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend du use case, mais d'une façon générale, dans une position centrale, la scalabilité, c'est un critère de Go. C'est no-go sans scalabilité, point. Et c'est d'ailleurs une de nos mesures de performance. Hein, on mesure de la valeur qui se fait par la scalabilité de nos use cases. Donc, moi, j'ai un diagramme avec 3 typologies de scalabilité et voilà comment elle crée ma valeur. Make or buy. Alors, à moins que tu veuilles répondre aussi. Non, moi, je suis d'accord avec Bruno sur la scalabilité, c'est un enjeu, quelle que soit l'industrie. J'étais en train de me dire, moi, j'ai qu'un pays à gérer, enfin un pays, plus un peu la Belgique, le Luxembourg, j'ai que ça à gérer, mais en fait, derrière, j'ai 75 écrans. Dès que je lance un bout de truc, il faut qu'on l'affiche ou qu'on le display sur 75 écrans. Donc, elle existe quand même. Make, buy, partner, je dirais que nous, on le gère, c'est un effet d'opportunité. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas tellement le choix. On parlait des clouders, on parlait des gros partenaires. J'ai pas tellement le choix. En revanche, sur la partie IA, c'est vrai que la question se pose. Est-ce qu'on bosse avec des startups? Est-ce qu'on se démerde tout seul? Ça dépend vraiment des sujets. La partie dont je parlais un peu plus tôt sur les scénarios, analysés automatiquement, on l'a fait à la maison. Et parce qu'on avait une telle expertise du métier qu'en fait, on a pu avancer plus vite que de s'adresser à une autre boîte. Il y a d'autres sujets sur lesquels on irait plutôt le faire avec des partenaires. Je dirais que pour nous, c'est un effet d'opportunité, mais on se pose systématiquement la question, sauf là où c'est tellement évident qu'on n'y va pas. Je répondrai sur la partie verticalité ou horizontalité de l'IA. C'est un peu les deux, mon capitaine. Verticalité dans le fait que ça remonte à un moment donné et que notre direction générale, donc cette SLM, puisse avoir une visibilité et un séquençage des projets viables. Et ensuite, ce sont les métiers, donc je parlerai d'horizontalité pour le coup. Les métiers, j'entends les enseignes dans le groupe Intermarché, enfin dans le groupe Les Bousquetaires, qui s'approprient ça ensuite et qui, chacune à leur niveau, utilisent de manière extrêmement concrète les bénéfices que l'IA ou que l'IA avec une certaine offre ou une certaine pratique peuvent leur apporter. Voilà.
Merci beaucoup. J'espère que ça répondait à la question Kader. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour Merci. vos interventions Merci. passionnantes. On arrive à la dernière partie de cet Epsilon goûter, bientôt cocktail apéritif. On a l'habitude, c'est la 8e édition de l'Epsilon Day, on a l'habitude depuis la toute première édition de faire venir des enseignants ou des chercheurs, en tout cas le monde académique, pour clôturer l'Epsilon Day. Alors je ne sais pas si ce sont des chercheurs, mais au moins ce sont des experts. Vous avez avec nous aujourd'hui, si je passe les slides, c'est beaucoup mieux, comme ça nous verrons vos visages. Antoine Barbet, directeur technique et opération de Publicis Media, et Yann Legrand, déjà en charge du pôle data et IA d'Epsilon. En fait, cette fois-ci, pour cette 8e édition, on a fait un choix un peu différent. On s'est dit, posons-nous, c'est la fin de la journée, on a un cocktail bientôt, posons-nous et partageons avec vous, messieurs, un regard croisé sur les enjeux technologiques, médias et CRM. On est parti pour un petit cours d'une vingtaine de minutes. Ça va bien se passer? À vous la parole. Ouais, alors, on a bien conscience qu'on est la dernière chose qui vous sépare du buffet et du cocktail, donc on va essayer de vous tenir en haleine avec ce qu'on va vous présenter là. Je vais récupérer. Hop. Et on va démarrer. Alors, avant de rentrer dans les différents items qu'on va vous partager, je voulais vous présenter ou vous communiquer 2 chiffres que j'ai lus dans la presse cette semaine qui me semblent assez représentatif de ce que c'est et de l'impact de l'engagement et de la nécessité plus exactement de l'engagement pour les marques pour les prochaines années. 87, alors c'est une étude qui a été produite, alors excusez-moi, vous allez penser que je fais un peu par Publicis Media cette semaine, donc voilà, un peu de pub au passage. 87% des consommateurs seraient prêts à abandonner une marque au profit d'une autre dont ils se sentent plus proches. 87%, premier point. Puis alors, il y a un deuxième chiffre qui est encore plus cinglant, qui est que 25% des Français, seulement 25% en 2025, se sentent proches, assez proches ou très proches des marques. C'était 39% il y a 2 ans. On a perdu quasiment la moitié des consommateurs entre-temps. Donc je trouve que ces 2 indicateurs ou ces 2 chiffres-là représentent assez bien l'enjeu d'engagement que rencontrent les marques à travers donc, une expérience unique, engageante, dans un écosystème à la fois humain, organisationnel et technologique qui est, vous en avez conscience, très, très morcelé. Alors on a essayé de représenter finalement un parcours consommateur, un parcours client, sur lequel on va superposer finalement les objectifs marketing et puis les leviers qui sont activés sur chacun de ces objectifs et à chacune de ces étapes, qu'on va partir évidemment du monde du prospect qui, à travers son achat, va devenir un client. Donc le premier objectif, bien entendu, en tout cas les premiers enjeux, les premiers objectifs que la marque va devoir opérer, c'est bien sûr attirer ce client, se faire connaître par évidemment un bassin d'audience cible identifié. Et ensuite, on va démarrer l'engagement avec des parcours de marque. Et bien sûr, sur ces objectifs-là, on va plutôt activer les leviers Paid, Earned and Shared, évidemment, une dimension beaucoup plus média. Ensuite, on va avoir un engagement, une proposition de valeur qui sera à construire auprès de ces gens qui viennent de faire ces premiers achats, et puis de cultiver cette relation client pour engager et évidemment générer du réachat. Et là, on va plutôt utiliser dans un temps 1 les activations et les données digitales avec du shared and own, puisque globalement, c'est aujourd'hui par ces canaux digitaux que se fait cette étape. Et puis ensuite, on va y mettre le CRM, le classique shared and own. Donc évidemment, tout ça semble très simple et très fluide sur un schéma. Bien sûr, la réalité est tout autre. C'est très complexe, encore très séparé. Et nous, avec Antoine, on va essayer de vous présenter quelques éléments qui sont facilitateurs ou quelques éléments qui sont des prémices de réconciliation de ces 2 mondes, le monde du média et le monde du CRM, à travers 3 focus particuliers. Un premier focus autour de la mesure,
Ensuite, Antoine prendra la parole sur la partie données en tant que telle, donc en tant qu'enabler finalement de cette mesure. Et puis je reprendrai la parole pour terminer, pour essayer d'illustrer, et ce ne seront que des illustrations, j'insiste sur ce point, en quoi l'intelligence artificielle finalement par rapport au funnel et au parcours consommateur et client que je vous ai présenté il y a quelques instants, comment tout cela comment l'IA peut faciliter et accélérer cette transformation. Alors d'abord, je vais prendre quelques instants, et alors j'ai pas de timing, donc du coup, je ne sais pas du tout si je suis bien ou pas bien. Je suis déjà en retard, d'accord, ok, alors il faut que je me dépêche. Hop. Donc oui, alors les mesures, bien sûr, vous en faites très bien. On en a parlé tout à l'heure. Bruno, on a donné quelques exemples des indicateurs de performance, des KPI, de nombreux outils, quels que soient les types d'actions marketing que vous faites, du CRM, du digital, du média. Vous avez chacun dans vos métiers, chacun dans vos directions, des indicateurs de reporting de campagne CRM, les clics, la réactivité, l'ouverture, le calcul de CA incrémental. Enfin, je ne vais pas passer tous en revue parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez aujourd'hui tous beaucoup d'indicateurs et vous le faites très bien, chacun dans votre ligne de nage. En revanche, effectivement, ce qui manque, et le problème aujourd'hui, et c'était le point de Bruno tout à l'heure, c'est qu'on a très bien la mesure de performance sur la R5, on a très bien la mesure sur la Mégane, et je ne vais pas tous les citer parce qu'après on va croire que je suis client de Renault. Mais la difficulté, c'est bien cette transversalité et la pauvreté des mesures transversales. Pour plein de raisons, parce qu'il est difficile de comparer les indicateurs entre les différents leviers, parce que parfois les scopes d'analyse sont extrêmement restreints, et puis que parfois, tout simplement, les données soit n'existent pas, soit incomplètes, soit sont incomplètes. En tout état de cause, ça pose la problématique d'une mesure transversale. Alors, est-ce que cette mesure transversale, finalement, elle existe ou elle n'existe pas ? Donc, vous allez me voir venir. Évidemment, on a un début de réponse avec les MMM, les Marketing Mix Modeling. Alors, je ne sais pas si c'est le Graal. J'espère que je vous apporterai quelques éléments modestement de réponse à cette question. En tout cas, il y a une certitude, c'est que c'est le seul outil aujourd'hui, la seule solution, le seul dispositif qui soit holistique, cookie-less, et qui permette de mesurer l'ensemble des activations et leurs données, de mesurer l'impact de chacun de ces leviers, de les comparer entre eux, et puis finalement de trouver les combos de leviers qui vont être les plus efficaces. C'est un modèle qui, depuis 2 ou 3 ans, est extrêmement plébiscité évidemment notamment par la disparition théorique des cookies, et puis qui a quand même un insight fort qui sont les données, l'historique de données. On travaille généralement sur 3 années, ce qui permet de prendre effectivement d'avoir des résultats assez précis, et évidemment de prendre en conséquence des décisions éclairées. C'est un outil qui devient de plus en plus opérationnel. Je vais revenir après. Historiquement, on avait un outil qui était calculé ou utilisé une fois l'année, hein, et maintenant, de plus en plus, cet outil est utilisé de façon très récurrente dans l'année. Alors, c'est un outil de référence indiscutablement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a plusieurs freins aujourd'hui ou plusieurs limites au MMM. Certains, et effectivement, on peut le comprendre. Voilà, j'ai eu le timing, là, c'est qui apparaît. Je viens de me percevoir. Merci, je suis très en retard. Je me dépêche. Donc, que cet outil, ce dispositif, reste parfois trop high level en étant au niveau de la campagne, et donc qui ne permet de prendre que des arbitrages assez stratégiques et pas très opérationnels en réalité. Le deuxième élément, et c'est sûrement celui-ci qui est le plus important, c'est la complexité de ce dispositif, complexité dans les données qu'on va utiliser, qui sont très diverses, très variées, les données de vente, les plans médias, les budgets, etc. Tout ça sont des données qui ont des formes, qui sont stockées d'ailleurs parfois et très souvent dans des endroits complètement différents. Et donc ça rend ce dispositif très complexe. Et puis la modélisation en tant que telle est aussi quelque chose qui peut être assez complexe et qui nécessite des expertises. Sans revenir sur la rigueur opérationnelle, c'est-à-dire comment je vais avoir mis en place le système de collecte, et on reviendra sur la qualité de données dans quelques instants, problème que ne connaît pas Renault, vous l'aurez noté.
Une fois qu'on a identifié ces limites, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur pour essayer de les surmonter? Eh bien, je vais vous présenter rapidement un exemple de dispositif de mesure qui couple finalement, qui est un combo de 3 mesures qui a été et qui est aujourd'hui opérationnel pour notre client Maison du Monde. Pardon. C'est premièrement l'un MMM qui lui va être une vision campagne média, donc il va vous donner cette vision campagne média. Un deuxième dispositif qui va plutôt travailler sur l'attribution, la contribution sur les canaux digitaux, donc là on va plutôt être à l'audience, à la régie et par levier. Et puis enfin, alors c'était une problématique peut-être un peu spécifique pour Maison du Monde qui voulait bien maîtriser, comprendre l'impact de ce que je viens de ces différents leviers sur sa base client, notamment les nouveaux clients, les nouveaux entrants, quels sont les profils, est-ce qu'ils sont différents des clients historiques, et puis l'impact sur les clients existants en termes de consommation. Et donc ce combo d'outils crée un dispositif de mesure qui est extrêmement agile, intégré et efficace, et en tout cas qui répond aux limites que j'évoquais tout à l'heure sur le seul usage du MMM pour mesurer la performance de ces différents leviers. Alors, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, pardon. Donc, je me dépêche. Je termine sur cette partie de MMM en disant que ce MMM et de façon générale le MMM augmenté est un outil de plus en plus opérationnel, je vous le disais, et qui intègre de plus en plus de fonctionnalités, de nouvelles données, de nouvelles sources de données, qui a des possibilités très grandes d'industrialisation. Et puis je reviendrai après sur la partie IA appliquée au MMM et en quoi l'IA finalement aide ce MMM augmenté à être de plus en plus opérationnel, à être un des maillons et liens entre l'IA, entre le CRM et le média. Mais évidemment, pour parler de MMM, encore faut-il avoir les données. Et je laisse la parole à Antoine pour nous parler des données. Merci. Oh, bonsoir. Voici. Alors, si je vous disais finalement sur les médias, c'est un peu pareil. En fait, je vais probablement revenir sur un certain nombre peut-être de choses qui sont assez évidentes pour vous, mais je vais surtout me faire écho de ce qui a été un petit peu présenté par ces messieurs dames tout au long de cette Epsilon Day apéro que vous aurez dans quelques instants. En fait, finalement, dans la promesse qui consiste à lier les investissements avec un impact business mesurable et aussi de pouvoir optimiser la relation qu'a une marque à un consommateur ou des consommateurs, il est important quand même de s'arrêter, de regarder ce que c'est que ce que sont les relations entre la donnée média et la donnée CRM, d'autant plus que on sait bien évidemment que la publicité elle représente une part considérable des investissements. Et puis aussi que la donnée média et la donnée CRM, à minima, elles se complètent. Au mieux, elles se renforcent et s'enrichissent mutuellement pour aller amplifier l'efficacité des stratégies médias. Et puis qu'au final, la donnée média et la donnée CRM, elles servent finalement la même typologie de cas d'usage, encore une fois, qui ont été évoquées un petit peu avant, et puis qu'elles sont confrontées à les mêmes problématiques ou contraintes technologiques. Donc, pour illustrer aussi le sujet autour de la GDI, vous allez voir que finalement, ce sont des sujets finalement analogues. Alors, remettons un petit peu de contexte autour de la donnée média. Finalement, la première chose, c'est que, vous le savez, une stratégie marketing, elle est en constante évolution. On est dans un écosystème Martech et AdTech qui est constamment fragmenté, avec l'apparition de nouvelles plateformes, nouveaux produits, nouveaux formats, ce qui introduit naturellement davantage de complexité. Et il faut au quotidien pouvoir bien la gérer. Et puis la donnée, on en parlait, les données finalement, les données multiples, pourquoi les données? Parce qu'elles résident dans de multiples canaux, pour plusieurs campagnes, dans diverses équipes, plusieurs marchés, plusieurs régions, et qui, surprise, finalement, les données sont de qualité variable. Si on regarde maintenant les similitudes, ou au moins la manière dont on peut raccrocher la donnée média à la donnée CRM, voir comment est-ce qu'on peut travailler leur complémentarité, on peut regarder ces données-là sous 3 dimensions. La première dimension, c'est la donnée financière. Et finalement, je le disais en introduction, c'est lié à un investissement, à un impact business mesurable. C'est typiquement l'investissement média, dans les dimensions de planification des dépenses et mesure des dépensés finalement,
avec la donnée CRM qui va plutôt s'illustrer dans son dimension financière autour de l'impact en termes d'incrémental de chiffre d'affaires. À ça, on vient y ajouter dans la dimension financière des coûts technologiques et humains, bien évidemment, pour setuper, pour opérer ces plateformes, la gestion des campagnes aussi dans les systèmes MarTech. La deuxième dimension, c'est ce qui caractérise les campagnes, finalement, la donnée d'exposition et de diffusion, avec le florilège de KPI qui est caractéristique à l'un et à l'autre, sur tous les médias, bien évidemment, qui permettent de suivre continuellement la performance des campagnes. Et puis, bien évidemment, quand on n'a pas les données en plateforme, on vient introduire des dimensions technologiques supplémentaires à travers le tracking, ces mécanismes de collecte de la donnée qui viennent aller capter comme ça différents points de données pour aller enrichir des sets de données déjà existants. Enfin, la troisième dimension, c'est l'audience. On en a parlé également avant. Alors, on va parler en médias et CRM d'audience connue d'abord pour la dimension CRM. Et puis, ce qui va être vertueux, c'est de pouvoir créer les connexions entre le CRM et le média en, par exemple, permettant d'aller monter, téléverser, on va dire, des listes d'audience pour pouvoir les adresser en médias. Alors, ce qui est un peu moins le cas forcément sur des audiences un peu plus anonymes, puisque là, on va devoir faire appel à des mécanismes un petit peu différents pour aller adresser ces audiences anonymes, du ciblage contextuel, de l'ID alternatif, par exemple. Et puis, au-delà de cette typologie, de ces dimensions, de ces caractéristiques, parlons un instant du sujet autour de la volumétrie. Ce qui caractérise la donnée média, c'est finalement une très grande volumétrie. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir par marque, par produit, par campagne, par média, par sous-média, par emplacement, par format, et je peux y aller encore plus loin, un florilège de KPI avec des nouvelles technologies qui apparaissent sur le marché. Vous avez peut-être probablement déjà entendu parler de la solution de mesure de l'attention ou de la vérificateur qui vont jusqu'au niveau impression, au travers du JavaScript, introduire une 50aine de points de données supplémentaires à collecter. Donc des millions de points de données, une granularité et un historique très fort, ce qui est peut-être moins le cas sur le CRM, mais on va être plutôt sur la donnée client, qui a une valeur très forte, bien évidemment, pour les marques et qui est proportionnelle à la taille de la clientèle. Et puis enfin, sur la fréquence, finalement, une grande similitude entre les deux, un temps réel, puisqu'il est nécessaire d'ajuster la performance au quotidien sur le média, ce qui est aussi le cas sur le CRM, mais peut-être qui est davantage fonction des interactions avec les clients. Au final, la donnée et les médias CRM se retrouvent pour finalement définir et apporter une vue unifiée client pour pouvoir accroître les capacités de personnalisation pour les consommateurs, bien évidemment d'optimiser les campagnes au quotidien et puis d'aligner les équipes médias et marketing autour d'objectifs et d'actions communes. Alors comment ça se présente technologiquement et de manière assez synthétique ? Finalement, la donnée, elle réside dans les sources et les plateformes marketing et médias, parce que ce sont les équipes qui opèrent, qui préparent les campagnes. Et puis, on va aller donc extraire ces données au travers de technologies soit propriétaires qui existent sur le marché, soit avec nos propres API, par exemple, qu'on peut développer nous-mêmes. Vous reconnaîtrez sur des technologies sur le marché ex-Datorama, qui s'appelle maintenant Salesforce Cloud Intelligence, ou alors des technologies plus orientées sur le média, type Adverity et Funnel. Et puis, donc, ces technologies-là vont nous permettre d'aller extraire et gérer, en fait, la connexion à ces plateformes et extraire en masse les données pour aller les déverser dans des écosystèmes de données, dans le cloud, bien évidemment, entre autres, pour construire des data platforms, enrichir des CDP et des data warehouse, bien évidemment. Et vous connaissez finalement à quoi ça sert, c'est la finalité, les fameux cas d'usage. Dans sa dimension première, le reporting, le dashboarding, la data intelligence et la BI. Aussi servir les enjeux autour du MMM, tel que Yann le présentait à l'instant. Bien évidemment, sur les cas d'usage autour de la GenAI. Et puis, pour boucler la boucle, pourquoi pas parler un instant d'activation. C'est Hervé qui mentionnait Simba tout à l'heure, un produit Publicis Media. C'est la capacité à pouvoir retourner et fermer la boucle pour retourner dans les plateformes d'achat et influer sur l'algorithme, finalement, d'achat publicitaire selon un certain nombre de critères précis qui sont propres à toutes les informations qu'on aura collectées en amont. Après, sur des choses plus classiques, on peut très bien prendre des décisions autour de l'arrêt, la mise en pause de certaines campagnes, par exemple aussi. Ça peut être ce type de connexion. Et enfin, pour terminer,
Le dernier point qui finalement est une évidence qu'on a évoquée juste avant, finalement les conditions pour les entreprises, pour les organisations, pour les annonceurs de préparer les sujets autour de la GenAI, mais aussi au quotidien de traiter tous les sujets autour de la data, c'est d'abord la disponibilité de la donnée. Ça paraît être une évidence, mais sachez qu'il y a encore certains médias qui ne disposent pas au quotidien, quand on achète le média, d'outils structurant la donnée. Et donc, on va être sur des choses très rudimentaires, type du fichier Excel, très clairement. Donc là, il y a un vrai enjeu d'accompagnement des équipes pour les aider à structurer leurs données et pouvoir ensuite les mettre en condition de pouvoir l'exploiter, notamment sur des sujets GMM, mais aussi sur du reporting. Et enfin, donc on parle finalement d'interface de saisie ou pas. Et enfin aussi, le sheet in, sheet out, la version anglaise, la qualité de la donnée, c'est essentiel, bien évidemment, je ne reviendrai pas dessus, mais sachez qu'elle se retrouve dans le média sur des sujets autour de ce qu'on appelle la taxonomie, le nommage de campagne, des dimensions qui ne sont pas naturellement portées par les plateformes et qu'on introduit par des opérations manuelles supplémentaires pour aller nommer les campagnes. Voilà, ce sont les conditions nécessaires pour assurer une bonne exploitation sur les systèmes de GenAI. Alors, je reprends la main, il me reste 22 secondes, si bien. Donc, je vais me dépêcher. Alors, je vais vous donner quelques illustrations, et comme je le disais, quelques illustrations seulement de produits IA que nous avons, que les équipes ont pu développer et qui viennent finalement alimenter, fluidifier autant que possible ce grand parcours consommateur que j'évoquais précédemment. Le premier élément concerne les insights conso, comment capter ces insights conso. Le deuxième sera le score de propension à chaud, qui, sur la mécanique, est assez similaire à ce qu'on peut faire en CRM sur le Next Best Action ou Next Best Offer. Je vous présenterai rapidement aussi une petite vidéo sur un outil que nous avons développé qui permet d'interroger en langage naturel et de créer des audiences, d'interroger donc les bases et ensuite de créer ces audiences en mode automatique et en langage naturel. Et puis enfin, en quoi l'IA permet l'industrialisation des mesures de performance et en particulier des MMM. Sur le premier exemple, révéler les insights consommateurs, donc c'est un outil qui est disponible sur le marché par d'autres éditeurs que ce que nous avons produit, mais nous avons produit nous-mêmes notre propre solution qui est basée sur du NLP, de la statistique et des LLM, qui permet à la fois de détecter et de structurer les verbatims et les commentaires exprimés, les thématiques qui sont exprimées par vos consommateurs. Alors, ça analyse des avis consommateurs, des mots-clés, des posts de réseaux sociaux, bref, tous les éléments dans lesquels les clients vont pouvoir exprimer une satisfaction, une insatisfaction, un commentaire quelconque. Cet outil va pouvoir l'analyser et en sortir des insights qui vont vous permettre d'anticiper et de réagir rapidement aux attentes de vos consommateurs et bien entendu d'améliorer son expérience et même l'efficacité de vos contenus, sachant effectivement que vous connaissez leurs attentes de façon beaucoup plus précise. Donc ça, c'est un premier exemple d'outils très industrialisés, disponibles de façon très simple et qui apportent une vraie valeur dans le parcours consommateur. Deuxième élément, le score de propension à chaud. Donc c'est comment, à travers des marqueurs à chaud de navigation, donc des pages de consulter, on peut imaginer des clics, etc. Comment une IA va pouvoir, en temps réel, bien entendu, parce que c'est ça le sujet, c'est le temps réel, calculer des scores de propension d'un visiteur à convertir l'achat. Donc là, on utilise essentiellement les données, bien sûr, digitales, qu'elles soient sur le site ou les apps. Et là, ça vous permet une grande réactivité sur la personnalisation et bien sûr l'augmentation du taux de transformation. Après, je vais basculer sur le troisième exemple, qui est un produit d'interaction et d'interrogation qui va vous permettre d'activer des audiences, qui s'appelle Amplify, qui est une solution qu'on a développée en 2024 sur la stack full Google, donc en l'occurrence basée pas mal sur Looker, et qui permet à la fois de constituer une vue 360 du client et aussi d'orchestrer les activations. Ça, c'est la première fonction base du CDP, presque, on peut considérer. Deuxième élément, ça permet de calculer, comme je l'ai fait sur les scores, comme je l'ai partagé là sur les scores propension à chaud, d'intégrer un moteur prédictif
à la volée. Et enfin, toujours basé sur les solutions, là en l'occurrence Vertex AI de Google. Et enfin, on a, pour faciliter l'appropriation de cet outil par les équipes opérationnelles, créé un chatbot qui permet d'interagir en langage naturel avec cet outil. Et donc je vais vous présenter très rapidement une petite vidéo de cet outil. Ah, j'étais trop vite. Non. L'effet Bonaldi. Voilà. Non, ça doit marcher là. Ça va pas. Ouais, mais voilà, merci. Merci. Donc, vous entrez votre requête en langage naturel. Donc, je vais cibler les clients entre 20 et 40 ans. Il y a un mail préféré en France. Donc, sur Gemini, ça va vous sortir donc une cible de 84 589 clients. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter des critères toujours en langage naturel et dont la connexion Wi-Fi date de moins de 180 jours. Alors, excusez-moi pour l'exemple, hein, c'est pour illustrer. Donc, on passe de 84 000 à 27 000 clients. Et ensuite, vous allez pouvoir, donc ça, c'est le début de la création de votre audience. Vous allez pouvoir y rajouter toutes les segmentations et tous les scores que vous voulez. Et venir sauver, enregistrer cette audience. Donc là, on met le titre de l'audience. Et puis, vous allez faire le choix des canaux que vous allez devoir activer, la durée de votre campagne. Vous choisissez tout simplement une date, voilà, de telle date, du 4 décembre à telle date. Voilà. Ensuite, vous allez choisir la fréquence de mise à jour de vos données. À quelle fréquence vous voulez mettre à jour votre audience. Vous allez sélectionner les identifiants, les indicateurs que vous voulez embarquer. Et vous allez lancer votre campagne, activer. Tout simplement, vous allez venir choisir vos leviers, donc vos canaux. Stock. Vous pouvez choisir Salesforce ou Meta, alors là c'est DB360 et Meta sélectionné. Donc c'est du clic, hein. Enfin, je veux dire, vous voyez, l'usage est extrêmement simple pour les utilisateurs et voir les audiences que cela génère. Une illustration d'outils qu'on met à disposition via de l'IA, là en l'occurrence de l'intelligence artificielle auprès des métiers. Très rapidement, je me dépêche, Campaign Companion qui est un autre outil qui fait référence à ce que disait FX tout à l'heure quant à la capacité de donner, en tout cas donner à cette capacité au métier d'aller requêter, d'aller calculer un indicateur ou chercher un indicateur, non pas en requête SQL, ce qui était le cas avant, mais en indicateur. Donc je ne vais pas forcément vous passer tous les petites vidéos de cet outil qu'on a développé cette année en IA agentique. Mais donc vous notez tout simplement là encore un prompt classique, c'est-à-dire la cible finalement que vous voulez adresser. Donc là je veux promouvoir les maillots de bain auprès de la génération, je vais y arriver, la Gen Z, pardon, voilà, merci. L'outil va traduire cette requête, ce besoin en requête SQL, justement tout seul, évidemment, sans que vous ayez à le faire. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup de techniques là qui va apparaître, assurez-vous. Et ensuite, voilà, donc là vous voyez les différents moments, la requête SQL qui est produite, parce qu'il y a quand même une requête SQL qui est produite, mais par l'intelligence artificielle. Et ensuite, vous allez avoir votre ciblage, votre extraction, là en l'occurrence c'est une extraction, ça pourrait être un indicateur, calculer un indicateur de façon tout à fait simple et en langage naturel. Donc ça c'est le type d'outil que l'IA agentique permet d'opérer et de faciliter, ce qui permet effectivement de faciliter le parcours dont on parlait tout à l'heure. Et je termine très rapidement sur les accélérateurs que permet l'IA en termes d'usage des MMM. Ça va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, notamment de nettoyage de données, de mise à jour de données en continu, de sélection des variables de votre modèle. Ça va vous permettre également de vous produire des suggestions opérationnelles en langage naturel. Donc, conseil, réallouer 15% de votre budget vers le social parce que votre ROI sera incrémental de 1,3. Ou encore une fonction là encore de langage naturel avec un chatbot qui permet de questionner et d'interagir avec le MMM, tout ça sans être un expert de la data science. Donc ça, ce sont des exemples, des illustrations de ce que l'IA permet de faire en matière de réconciliation et de rapprochement entre les mondes CRM et médias. Et alors,
de façon conclusive, je dirais que les 3 ou 4 items on a essayé de promouvoir avec Antoine là, c'est premièrement la qualité de données, sur laquelle je ne continuerai pas le running gag de Bruno, mais qui est évidemment un enabler fondamental tant sur la partie CRM et peut-être encore plus aujourd'hui sur la partie média. La dimension réconciliation avec des premières preuves très concrètes qu'on a évoquées avec Antoine. Le MMM augmenté comme un outil vraiment transversal par excellence. Et puis tous ces éléments, tous ces indicateurs, toutes ces fonctionnalités qui sont boostées aujourd'hui à l'IA. Voilà ce qu'on pouvait vous partager dans un timing à peu près acceptable. Merci. À vous. Merci beaucoup, messieurs. Je prends le relais pour vous proposer de poser vos questions à Antoine et Yann, si vous en avez, autour d'un cocktail. Antoine et Yann, autour d'un cocktail. On fait ça, les questions autour d'un cocktail. Donc, avant d'aller sur le cocktail, merci beaucoup pour votre présence à ce 8e Epsilon Day, le dernier à Bastille. Vous avez à l'écran, si vous avez envie de nous rejoindre sur de nouveaux événements, si vous êtes à Lille le 29 avril, on ne sait jamais, un événement autour de l'expérience client, mais surtout le prochain événement parisien, et on espère vous y retrouver tous, Vivatech, qui arrive au mois de juin. J'ai une dernière information importante pour boucler la boucle, si vous avez envie de laisser des remarques, des suggestions. Moi, j'en ai une. J'ai un appel à candidature. Je pense qu'on a besoin que les femmes qui travaillent dans la tech et la data soient un peu plus visibles. Donc, pour le prochain Epsilon Day, je ferai en sorte que nous soyons plus nombreuses, mais je remercie encore vivement mes 3 acolytes de table ronde qui ont été formidables avec nous ce soir. Merci beaucoup et à très vite.